Alors, on va poursuivre, toujours sur l'entreprise, toujours la partie entreprise du triangle, et après, on fera la partie... Mais déjà, je parlerai un peu d'État aujourd'hui, hein, et puis, voilà, et puis après, on aura la partie société civile pour terminer. Alors, j'avais commencé un petit peu par expliquer qui sont les entrepreneurs, quel genre d'animaux c'est, quoi, et voilà, et donc un petit peu apprendre un peu sur ce qu'ils sont, sur leurs origines sociales, sur les déterminants de ce qui, voilà, d'un environnement favorable à l'entrepreneuriat. Et là, mais je n'avais pas parlé de la partie finance. Donc là, aujourd'hui, je vais commencer par parler de la partie finance, l'environnement financier. Et puis ensuite, je parlerai, alors on parlera des effets de l'entrepreneuriat sur l'économie. Et je pense que je pourrais couvrir la partie emploi aujourd'hui. Mais la partie inégalité, je la couvrirai probablement la prochaine fois. Et la prochaine fois, je ferai ça. Et je ferai également quelque chose qui est très à la mode maintenant, c'est le travail working from home. Beaucoup de gens maintenant travaillent chez eux. Et donc, il y a le développement du working from home. Et je passerai toute une partie du cours la semaine prochaine à parler de working from home. Parce qu'il y a des études très intéressantes qui portent là-dessus, justement. Voilà. Donc, ça, c'est de la recherche très récente. Voilà. Donc, finance entrepreneur, donc, si vous voulez, je crois que ce qu'il faut voir, c'est que l'innovation, c'est une chaîne. Alors, il y a les cadrans, hein, mais il y a le fameux cadran de Pasteur. Mais en gros, on peut voir l'innovation comme une chaîne où on commence à la recherche fondamentale, et après, on a la recherche appliquée, quoi. Recherche appliquée, ou ce qu'on appelle le développement. Recherche appliquée et le développement, hein, et qui amène jusqu'à ce qu'on appelle la commercialisation. Et donc, les stades ultimes, c'est la commercialisation, quoi, d'une invention, d'accord ? Et donc, c'est assez utile de comprendre un petit peu que, voilà, qu'en fait, on n'est jamais très bon là quand on est mauvais là, quoi. Voilà. Donc, c'est important d'avoir... En général, les pays très innovants sont des pays qui ont investi beaucoup en recherche fondamentale, quoi. Voilà. L'idée qu'on peut se passer de la recherche fondamentale et que simplement on se met d'accord avec quelques grandes entreprises, aussi prestigieuses soient-elles, pour faire de la recherche appliquée, en général, ça ne marche pas, quoi. Voilà. Ça donne peu de grandes innovations. Voilà. Donc, je commence un peu par le stade de la recherche fondamentale. Et par exemple, une des façons de regarder, mais il y a plein d'indices de la performance des universités, par exemple, en matière de publication, c'est l'indice de Shanghai. Alors l'indice de Shanghai, il est pas génial parce qu'il mélange les publications, il mélange le fait d'avoir des prix Nobel ou pas, ou d'autres prix parmi les professeurs ou les anciens étudiants, il mélange différentes choses. Mais on pourrait regarder simplement des indices de publication. Et là, c'est fait de telle façon qu'on met les États-Unis à 100. Donc, en général, si je regarde les 100 meilleurs, je donne la note 100 à la meilleure université dans le classement de Shanghai, je donne la note 99 à la seconde meilleure, etc. Et j'arrive à 1 pour la 100e et je donne 0 aux autres universités. Alors après, je peux regarder par pays et je peux dire chaque pays, il a un certain nombre d'universités dans les 100 premiers. Donc, j'additionne tous les points de toutes les universités dans le pays, d'accord ? Et je divise par la population, ça me donne un certain nombre. Je regarde le nombre équivalent aux États-Unis, je normalise de façon que les États-Unis soient à 100. Et je compare les autres pays par rapport aux États-Unis. Voilà ce qu'on fait, d'accord ? Donc, je normalise pour que les États-Unis soient à 100. Et vous voyez que, en termes d'indice de Shanghai, les États-Unis sont là. Vous voyez que la Suède et la Suisse sont devant les États-Unis en moyenne en termes des 100 premières Shanghai. Si maintenant je passais aux 50 premières Shanghai, là, la Suisse reste toujours très bonne, mais la Suède est derrière. Voilà, donc c'est intéressant de voir et la France est là, voilà, mais on s'améliore, on s'améliore. Hein. On s'améliore, voilà. Donc, et notamment l'initiative des IDEX, ça a été très important. Les LabEx et les IDEX, voilà. Je vous parlerai des LabEx à un moment donné. Je vous montrerai que c'est un grand succès, l'expérience des LabEx. C'est une chose qui a très bien fonctionné. Voilà. Et si je regarde, vous voyez, le top 100, vous voyez, donc je mets les États-Unis à 100. Vous voyez, par exemple, si je mets à 100, la Suède et
Et je vais dit tout à l'heure la Suisse, mais je ne vois pas la Suisse là. Ah ben voilà, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, la Suisse est juste au-dessus, 166, voilà. Ils sont au-dessus. Mais si je regarde les 50 premières, vous voyez qu'avec les 50 premières, si je mets l'US à 100, la Suisse est à 97 et la Suède est quand même assez loin derrière. Hein. Mais par contre, la Grande-Bretagne se défend bien, même si je regarde les 50 premières. Ils ont de bonnes universités en Grande-Bretagne. Voilà. Donc voilà, ça donne un peu une idée de la performance des universités, d'accord? Après, on peut discuter, j'aime Shanghai, j'aime pas Shanghai, mais j'aurais des choses assez semblables si je regardais simplement la production de brevets très cités. Voilà, ça donnerait quelque chose d'assez semblable. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, si on veut classer en axe horizontal les dépenses d'enseignement supérieur en milliers d'euros par étudiant et en vertical l'indice Shanghai 100, eh bien, on voit que grosso modo, il y a quand même, voilà, l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent contribue au bonheur, quoi, voilà. Je veux dire, si on est pauvre, si on ne dépense pas dans l'université, il y a peu de chances qu'on ait des bonnes performances. C'est une condition nécessaire, ce n'est pas une condition suffisante, parce que, évidemment, c'est important d'avoir une bonne gouvernance des universités. Et donc, moi, j'avais pas mal bossé avec Pécresse, en fait, en 2010-2011, pour penser à la gouvernance des universités. Ça avait donné des guides un peu pour le processus des IDEX. Voilà, l'autonomie, la gouvernance, voilà, d'avoir un board intérieur, le Sénat académique, mais en même temps un board extérieur. C'est très important d'avoir les deux. Enfin, voilà, il y a des règles de bonne gouvernance des universités par-delà le financement des universités. Mais enfin, le financement est chose d'important. Voilà. Et j'ai fait différentes études moi-même avec des co-auteurs en montrant que surtout dans les pays ou dans les États qui sont proches de la frontière technologique, vous vous rappelez, je vous ai dit, quand on est proche de la frontière technologique, c'est important, c'est l'innovation à la frontière qui tire la croissance, et pour l'innovation à la frontière, eh bien, il faut avoir surtout de bonnes universités, et notamment de bons troisième cycles, quoi, qui préparent à la recherche. Et eh bien, on voit par exemple, si on regarde à l'intérieur des États américains, si vous êtes un État proche de la frontière technologique, c'est-à-dire proche de l'État à maximum productivité qui est la Californie, eh bien, on voit que investir dans research education, c'est-à-dire les troisième cycles, ça augmente beaucoup la croissance de l'État. Tandis que vous êtes un État comme le Mississippi, etc., là, c'est pas grave si vous n'avez pas de très bonne école de troisième cycle, mais c'est bon d'avoir des premiers et des seconds cycles. Voilà, c'est important. Mais en tout cas, l'idée que plus vous êtes proche de la frontière, donc, eh bien, plus c'est important d'investir dans l'université et notamment dans la recherche universitaire. D'accord ? Donc voilà, donc ça c'est un petit peu. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, ils ont un très bon système. Ils ont d'abord des universités bien financées. Le problème un peu américain, c'est le prix c'est ce qu'on appelle les tuitions, c'est-à-dire les frais universitaires qui sont excessifs et qui rendent l'université inaccessible à beaucoup de gens qui pourraient faire de formidables carrières s'ils rentraient à l'université. Donc ça, c'est un peu leur problème. Mais ils ont des universités bien gouvernées, bien financées. Et ils ont également des organismes publics comme la National Science Foundation, qui est un peu l'ANR s'en est inspiré chez nous, mais c'est quelque chose de très bien doté. Ils ont la National Institute of Health, qui finance de la recherche fondamentale dans le domaine de la santé, et des biotech. Hein. Mais ils ont également, en plus de ça, des organismes de mécénat. Et un organisme de mécénat très connu, c'est celui-là, c'est le Howard Hughes Medical Investigator. Et ce Howard Hughes Medical Investigator, ce qu'il fait, c'est qu'il va encourager de la recherche qui prend des risques. Voilà, parce qu'un petit peu le problème, c'est que chez nous, on ne prend pas assez de risques, parce qu'on a peur de ne pas être renouvelé, ou voilà, il faut vite obtenir des résultats. Et en fait, l'idée, si vous voulez, qui est sous-jacente à des organismes qui donnent la possibilité de financement de long terme et de prendre des risques, c'est l'idée de cette distinction entre exploitation et exploration. Un chercheur potentiel peut décider de ne rien vraiment essayer, il peut décider d'exploiter quelque chose qui existe déjà, mais il peut décider également de s'engager dans quelque chose de très exploratoire. Vous voyez, exploiter, c'est comme si vous vous mettez déjà du côté recherche appliquée, mais l'exploratoire, c'est vraiment le très fondamental du très fondamental, quoi. Et donc, s'il s'agissait simplement d'encourager l'effort contre pas d'effort,
bien, le contrat optimal, ça serait simplement de dire, ben, si tu n'as pas de bonne performance, je te pénalise, parce que ça veut dire que tu n'as pas travaillé. Si je suis dans un monde où je pense simplement en termes d'aléa moral, effort, pas effort, je dirais, ben, vous ne travaillez pas, et je vous punis à ce moment-là. Ça serait de dire, ben, je vous punis s'il y a des mauvaises performances, donc ça incite les gens à travailler plus. D'accord ? Mais l'idée, c'est qu'il n'y a pas juste le choix entre travailler et pas travailler, il y a le choix entre s'engager dans quelque chose qui est peut-être très risqué et, ou pas, quoi, voyez, ou s'engager dans un truc facile. Vous, quand vous êtes chercheur, vous pouvez décider d'écrire un papier qui est facilement cité ou de vous engager dans une voie qui est très hasardeuse, mais si vous y arrivez à quelque chose, voilà, ce qu'on appelle le payoff en anglais, en tout cas, la récompense est grande. Alors, donc, l'idée, c'est que pour motiver l'exploration, eh bien, il faut une certaine tolérance pour l'échec précoce, mais il faut des récompenses pour le succès à long terme. Donc, la tolérance à l'échec précoce permet à l'agent d'explorer sans encourir les conséquences négatives habituelles d'une baisse du salaire ou d'une cessation d'emploi. La récompense pour un succès à long terme, c'est pour s'assurer quand même que l'agent va travailler et va vouloir obtenir des résultats, parce que sinon, il ferait rien, quoi. Donc, on veut les deux, d'accord ? Et voilà. Et donc, en fait, pour regarder, eh bien, le Howard Hughes Medical Investigator, c'est un organisme à financement privé, donc c'est des mécénats privés, qui essayent d'encourager la prise de risque par le chercheur. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est pas juste je veux financer des chercheurs pour qu'ils évitent des résultats, c'est pour que je veux des chercheurs qui prennent des gros risques. Et comment ils font ça? Voilà. Alors, en fait, eh bien, c'est la source privée, le HHMI, de financement la plus importante pour la recherche biomédicale académique. Ça sélectionne des jeunes scientifiques à très haut potentiel pour financer leurs projets. Et en fait, l'idée, c'est que ces chercheurs, c'est leur source principale de financement. Et l'idée, c'est de repousser les limites de la science, c'est centré sur des personnes. Donc, on parie sur quelqu'un, on pense que quelqu'un est assez bon, et comme on pense qu'il est bien, on sait qu'il va pouvoir conduire, enfin, on pense qu'il va pouvoir conduire des projets à long terme, et donc, on y va. Voilà. On parie sur des gens, voilà. Et c'est renouvelé tous les 5 ans, mais le premier examen est plutôt laxiste, c'est-à-dire que si la première fois, tu n'as pas beaucoup de résultats, en général, on te refinance quand même. Donc ça fait que tu n'as pas la punition pour l'échec à court terme, d'accord? Et voilà. Donc voilà comment ça fonctionne. Voilà. Alors la critique habituelle, c'est l'incitation à choisir des sujets d'études moins risqués pour être plus facilement renouvelés. Donc le NIH, ça c'est le truc habituel, c'est le National Institute of Health, qui est quand même très utile. Nous, ça serait bien qu'on ait l'équivalent d'un NIH en France. Hein. On n'a pas, hein, je crois bien. Donc ça incite à de la recherche, mais pas tellement risqué. Ça soutient surtout des projets. C'est un financement par projet. Ça doit être renouvelé tous les 3-5 ans avec une probabilité incertaine de renouvellement. Et la critique habituelle qui est faite à NIH, c'est que c'est une incitation à choisir des sujets d'études moins risqués pour être plus facilement renouvelés. Donc ça n'incite pas suffisamment à l'innovation de rupture, à la grande prise de risque. Voilà. Et c'est ça qui a donné ce rôle au HHMI. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a voulu comparer, on a voulu voir est-ce que le HHMI a un effet sur les chercheurs qui en bénéficient. D'accord? Et donc, on a considéré un groupe de 73 scientifiques sélectionnés dans le programme HHMI en 93, 94 et 95. Le problème, c'est la difficulté de constituer un groupe de contrôle comparable. Parce que si je compare simplement entre quelqu'un qui a le HHMI et quelqu'un qui ne l'a pas, eh bien, il y a un problème de sélection. C'est-à-dire qu'il se peut que simplement, mais la performance meilleure des HHMI reflète le fait que j'ai sélectionné des gens intrinsèquement meilleurs. C'est ce qu'on appelle un effet de sélection. Donc je veux pouvoir contrôler pour cet effet de sélection. Je veux vraiment prendre 2 personnes vraiment comparables, dont l'une a obtenu le HHMI, l'autre ne l'a pas obtenu, mais toutes choses égales par ailleurs, ils sont de même valeur. Vous voyez, et ça, c'est toute la difficulté de l'exercice, quoi. Parce que sinon, j'ai été fait, je ne sais pas si j'ai les meilleurs résultats parce que simplement le HHMI sélectionne les bons, ou est-ce que c'est parce qu'ils ont eu les financements HHMI, qu'ils ont pris les risques qu'il fallait et qu'ils ont pu faire des choses? Et je dois séparer les deux, d'accord? Voilà. Alors, donc, ce que je dis là, les scientifiques sélectionnés en HHMI tendent à être intrinsèquement plus performants que les autres. Le groupe de contrôle ne doit pas comprendre tous les non-HHMI, d'accord, comparables en termes de domaine, d'âge, de genre et d'institution d'accueil. Il faut que les performances ex-ante soient également comparables entre les deux groupes. Donc ce qu'on regarde, c'est qu'on regarde comment ils ont été avant.
et on regarde leur performance. On construit un groupe de contrôle à partir de lauréats de bourses prestigieuses. Donc on dit, voilà, il y a les HHMI et les NHMI, mais moi je vais prendre comme groupe de contrôle des non-HHMI qui ont eu toutes les autres bourses, quoi. Ils ont eu la Pew Charitable, ils ont eu la Searle, la Beckman, etc., la Sloan, j'aurais pu mettre, en début de carrière en sciences de la vie, mais qui ne seront pas ensuite admis dans le programme HHMI. Et donc ça donne un groupe de contrôle qui est quand même plus facilement comparable au groupe de traitement. D'accord? Donc voilà. Donc l'idée est de donner, alors évidemment on va donner un point inférieur à 1 aux 393 scientifiques du groupe de contrôle parce qu'il faut que ça fasse une masse équivalente au groupe de traitement, évidemment, hein, d'accord, qui lui est moins nombreux. D'accord? Voilà. Et puis je vais regarder l'évolution de ces deux groupes avant et après le fait que l'un d'eux soit HHMI. Vous voyez? Donc c'est comme ça que je fais. Et ça donne cette figure-là. Alors là, vous voyez, on voit que quand j'ai choisi mon groupe de contrôle comme il fallait, vous voyez que, en fait, alors je mets des weighted control pour être sûr que c'est au même niveau, mais vous voyez qu'il n'y a pas de différence avant que l'entrée dans le HHMI, on ne peut absolument pas distinguer les chercheurs, HHMI et non HHMI. Mais vous voyez que là, il y a un effet du HHMI. Après l'entrée dans le HHMI, quelques années après, vous voyez, il y a un effet sur le nombre de publications générées. Donc, c'est peut-être pas tout de suite, mais le HHMI finit par générer davantage de publications. Alors maintenant, est-ce que c'est vraiment les bonnes publications? Et là, on regarde les publications qui sont parmi les 5% les plus cités. Et vous voyez que là, il y a une séparation entre le groupe de... il y a vraiment une séparation plus grande entre le groupe de traitement et le groupe de contrôle. Vous voyez? Donc, le fait d'aller dans le HHMI, indépendamment de l'effet de sélection, vous voyez qu'il y a un effet de HHMI sur, sur la propensité à publier et à publier dans les meilleures revues. Donc voilà, pour Chadego, l'évolution de publication, on voit que les courbes sont presque confondues avant la mise en place. C'est une condition nécessaire à ce type d'exercice. Puis on observe une forte hausse des performances pour les scientifiques HHMI comparés à leurs comparables non HHMI une fois admis dans ce programme. Les estimations indiquent que le programme HHMI augmente le taux de publication de 39% en moyenne sur la période après la mise en place du HHMI. Donc ça a été vraiment un grand succès. Et nous n'avons pas en France l'équivalent de HHMI. Vous voyez, il faudrait demander à... Je ne veux pas commencer à faire des trucs cheap, mais voilà, par exemple, on pourrait demander à des grandes entreprises dans certains domaines de contribuer à des choses comme ça. Voilà. Donc, mise en évidence du design des contrats, la preuve empirique que, il faut inciter à la réussite sur le temps long et qu'il faut une certaine sécurité du chercheur sur sa carrière. Le problème, c'est que si j'ai uniquement du financement par projet, je n'incite pas suffisamment à la prise de risque en recherche fondamentale. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une idée qui sort de ça. Il ne doit pas être interprété comme une critique de National Institute of Health et des financements publics. En effet, il est difficile de savoir avec quelle facilité, avec quel coût le programme HHMI pourrait être étendu à l'ensemble des chercheurs. Et ce n'est pas uniquement ceux à très fort potentiel. Il est également essentiel de reconnaître que la National Institute of Health opère sous des contraintes politiques, ce qui n'est pas le cas du HHMI. D'accord? Voilà. Donc ça vous donne un peu la recherche fondamentale. Mais vous voyez qu'en termes de recherche fondamentale, les États-Unis sont quand même bien meilleurs que nous, quoi. Ils ont des universités mieux financées, ils ont des organismes publics beaucoup plus que notre ANR, et ils ont des organismes de type HHMI. Vous voyez, on est vraiment loin, quoi. Alors en Europe, je voudrais dire que les Scandinaves ne sont pas mauvais, les Anglais ont des trucs et les Allemands sont bien. Par exemple, moi je sais que la Volkswagen Stiftung elle contribue beaucoup à la recherche fondamentale et ce n'est pas le cas de nos grandes entreprises, pas tellement que je sache. Hein. On pourrait demander, alors je ne vais pas commencer à donner des noms d'entreprises en ce moment, aujourd'hui surtout. Voilà. Suivez mon regard. Hein. Voilà. Alors je passe maintenant, alors là maintenant on passe de la recherche fondamentale à la recherche appliquée. Et là, autant on sait que la recherche fondamentale, le chercheur doit avoir une certaine liberté, il doit être libre de définir son agenda, etc. Et en général, ça se fait bien dans un environnement universitaire ou dans un lab, autant dès qu'on s'approche de la partie appliquée, de la partie développement et commercialisation, ça se fait en général au sein d'entreprises. Voilà. Et on revient à nos entrepreneurs. Et là, il y a l'idée de dire comment je vais financer ma recherche à un stade plus avancé. Alors là, il y a le rôle des capital risques. Alors, je vais vous parler un petit peu du capital risque. Je vais boire un peu d'eau. Alors, en fait, j'ai la langue qui a fourché la semaine dernière parce que
Je n'ai pas le droit de dire la marque, mais je crois que vous l'avez deviné, en fait. Ça commence par E, mais je n'ai pas le droit de redire plus. Voilà. Voilà, en fait, elle est très bonne. Voilà. Alors, et donc, en fait, voilà. Alors, je vais vous raconter un peu une histoire avant d'arriver à ça, d'accord? C'est l'histoire un peu du financement des entreprises, voilà. Alors d'abord, est-ce que vous aimez les pizzas? Vous aimez les pizzas? Alors, si vous aimez les pizzas, il y a le théorème de Modigliani-Miller, voilà. Donc, parce que dans un environnement, ça c'est le théorème de la pizza, c'est Modigliani-Miller. C'est pas l'artiste Modigliani, c'est l'économiste. Et c'est donc deux économistes. Moi j'ai bien connu Miller, j'étais en Chine avec Miller en fait. En 1994, on avait rencontré Jiang Zemin ensemble, c'est sympa. Voilà. Alors en fait, si vous voulez, l'idée c'est de dire, normalement, la valeur d'une entreprise, c'est normalement la valeur, la somme actualisée de ses profits futurs, en gros. C'est tout ce qu'elle peut générer. Sa valeur en boursière devrait être, en fait, la valeur actualisée de ses profits futurs. Si je suis dans un monde où il n'y a pas de contrainte de crédit, c'est ça la valeur de l'entreprise. Ça ne dépend pas de comment je finance l'entreprise. Donc c'est le théorème de la pizza. Selon que j'ai plus ou moins de dettes ou plus ou moins d'actions, etc., ça n'a aucune importance. La pizza, c'est la pizza. C'est toujours la même pizza. Et la taille de la pizza, dans un monde sans coût de transaction, c'est la valeur, c'est la somme actualisée de la valeur présente des profits futurs. Tu vois ? Mais dès qu'on est dans un monde où il y a de l'information asymétrique, des contrats incomplets, de l'aléa moral, etc., le théorème de la pizza s'effondre parce que la manière dont je distribue les revenus influe sur les incitations de différents agents. Et les incitations vont affecter la taille, du gâteau. Et donc, c'est ce qu'on appelle le théorème de cause ne s'applique plus. C'est-à-dire que je ne peux plus séparer la production et la distribution. Vous voyez, je veux dire, l'un implique l'autre. Je ne peux pas séparer vous voyez, ce qui est la production, la pizza, la production de la pizza, de la distribution, de comment je distribue les revenus de la pizza. Voilà, donc on est... mais disons qu'il y a eu différentes approches. Donc, dès qu'on s'écarte d'un monde parfait, c'est-à-dire le théorème de Modigliani-Miller, qui dans un monde sans coût de transaction, peu importe si une entreprise est financée par dette, par action, par venture capital, etc., sa valeur est inchangée, c'est la somme actualisée des profits futurs. Donc, on sort d'un monde comme ça. Et moi, je vais me mettre dans un monde où le droit de contrôle est important. Je vais me mettre dans un monde où je ne peux pas tout expliquer à l'avance. Et donc, c'est important de savoir qui a le contrôle. Parce que je ne peux pas dire, dans tel état de la nature, on fait telle chose, dans tel autre état, on fait ça, parce qu'on ne peut pas toujours décrire à l'avance les états de la nature. Donc, simplement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on donne une clé. Et on dit, dans ce cas-là, c'est Jean-Pierre qui a la clé. Dans l'autre cas, c'est Jacqueline qui a la clé. Dans l'autre cas, c'est Patricia ou Emma qui ont la clé. Et je peux simplement dire qui a la clé. Ou Raphaël. Bon, ce serait pas tout le monde, quand même. Et donc, je ne peux pas déterminer à l'avance quelle action je prends dans tel état de la nature, mais je peux dire qui a le contrôle. D'accord ? Et donc, on est dans un monde comme ça. Alors, je vais considérer l'histoire d'un entrepreneur qui décide donc de démarrer une entreprise. Voilà. Donc, je prends Corentin. Voilà. Corentin décide de créer une entreprise. Il a besoin de fonds externes, parce que Corentin, il a de très bonnes idées, mais il n'a pas d'argent pour financer son entreprise. Que va faire Corentin ? Il va faire appel à ce qu'on appelle un investisseur, c'est-à-dire un monsieur qui n'a pas forcément des idées, mais qui a des moyens, d'accord ? Peut-être il a eu des idées avant dans sa vie, pour garder sa vie, pour devenir riche, mais voilà, là, c'est Corentin qui a les idées. Alors, les objectifs ne sont pas les mêmes, parce que Corentin, lui, il y a l'argent, mais il n'y a pas que l'argent. Il a une idée derrière, il veut matérialiser son idée. Il est un empire builder, il est un constructeur d'empire, tu vois, je veux dire. Il veut que son idée marche, quoi. C'est pas juste l'argent qu'il en retire, c'est le fait qu'il a un beau projet qu'il veut réaliser. Tandis que l'investisseur, lui, il veut gagner de l'argent surtout. Donc, ils n'ont pas exactement le même objectif. Évidemment, les deux souhaitent que ça réussisse bien monétairement, mais ce n'est pas uniquement la même chose, d'accord ? Donc, on est dans un monde où on ne peut pas décrire à l'avance ce qui doit être fait quand, et Corentin et son investisseur n'ont pas les mêmes objectifs. Donc, c'est important de savoir qui contrôle. Et alors, il y a différentes façons de contrôler. Évidemment, idéalement, Corentin, que j'appelle la famille, c'est entreprise familiale Corentin, d'accord ? Il dit, moi, évidemment,
j'aimerais garder le contrôle de l'entreprise. Parce que j'ai ce que j'appelle des bénéfices privés, ça me donne toute une série de la réputation, ça me donne c'est mon idée, etc. D'accord? Le financier, lui, il veut maximiser les profits monétaires. Donc, idéalement, Corentin veut garder il voudrait avoir tout le contrôle. Une manière d'avoir le contrôle, c'est des actions sans droit de vote. Il émet des actions, et c'est des actions sans droit de vote. C'est ce que j'ai en bas. Voilà, il obtient le financement sans nécessité de partager le pouvoir. En gros, il a le beurre et l'argent du beurre. Mais seulement le problème de ça, c'est que s'il n'est pas capable de gager sur une maison ou sur d'autres choses, l'investisseur peut dire « Ouh là là, c'est trop risqué pour moi, parce que les gains sont pour lui, les pertes sont pour moi, et j'ai aucune garantie, quoi. » Donc, où tu peux gager, où il y a assez d'argent de côté, et tu peux avoir tous les droits de contrôle, peut-être parce que Corentin a mis de l'argent de côté, il peut dire bah, je gage sur cet argent que j'ai mis de côté, peut-être des profits accumulés, à ce moment-là, il peut faire de l'action sans vote. Mais en l'absence de fonds que Corentin peut gager, l'investisseur, il va dire niet à l'action sans vote. Il va dire oh là là, mais là, je me fais avoir, là, parce que tous les risques sont pour moi, quoi. D'accord? Alors à ce moment-là, il y a une autre manière, c'est de dire des actions avec vote. L'entrepreneur va devoir partager le pouvoir avec Corentin, doit à ce moment-là partager le pouvoir avec le financier. Mais là, c'est embêtant aussi parce que l'investisseur peut imposer des choses à Corentin que Corentin n'a pas forcément envie de faire. Donc ça, c'est évidemment, voilà, donc c'est ça un peu le truc. Idéalement, j'aimerais financer sans droit de vote, mais je ne peux pas suffisamment gager, et donc l'investisseur dira non, ou je le fais avec droit de vote, mais ce n'est pas génial pour Corentin, parce que là, l'investisseur peut aller regarder dans tout ce qu'il fait, se mêler de tout, et lui rendre la vie infernale, d'accord ? Alors la dette, évidemment, c'est intéressant, parce que quand vous regardez la dette, c'est un truc entre les deux, un peu. La dette, c'est quelque chose qui donne le contrôle à Corentin, sauf si Corentin ne peut pas repayer sa dette, à ce moment-là, il y a un mécanisme qui transfère le contrôle vers l'investisseur, et ce mécanisme s'appelle la faillite. Vous voyez, la faillite, c'est un mécanisme de transfert de contrôle. Donc moi, c'est ce qu'on a trouvé avec Patrick Bolton. Ça n'avait jamais été développé comme ça avant. Bon, quand il pense, c'est évident. Voilà. Mais voilà. Et donc ça, c'est une des manières de partager le contrôle. Donc voilà, déjà, on peut parler de dette, d'action avec vote, d'action sans vote, dans un modèle très simple où c'est important le contrôle, quoi. Vous voyez, et avec ce modèle très très simple. Voilà. Donc ça, c'est une manière déjà de voir. Déjà, vous avez appris beaucoup en finance d'entreprise avec ça. Voilà. Alors, cette manière de raisonner, donc évidemment, ça veut dire qu'autant que possible, Corentin voudra des actions sans vote. Il choisira ensuite peut-être de la dette, parce que sans vote, c'est peut-être pas acceptable. Il choisira un truc un peu entre les deux, faute de pouvoir se financer par action sans vote, qui serait la dette. Mais même si ça, c'est pas acceptable, il n'a pas d'autre choix que des actions avec vote. D'accord ? Alors maintenant, on arrive à la théorie du capital risque. Donc ça, alors là, c'est un peu moi qui suis un peu gaffeur, parce qu'une fois, j'avais confondu, c'est ça, j'étais dans une pièce et j'ai dit, oui, ça c'est un papier de Kaplan et quelqu'un d'autre. Et le quelqu'un d'autre, c'était Stromberg, voilà. Et il était dans la salle, qui est maintenant devenu un grand copain, que je connais bien, etc. Voilà. Qui est dans le comité Nobel, oui, enfin moi, j'ai vraiment le grand gaffeur. Là. Bon, alors, enfin... Voilà, donc c'est deux, Steve Kaplan et Per Stromberg, qui sont deux très bons collègues. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le capital risque? Alors, le capital risque, c'est en général, on prend une start-up, quoi. On prend une entreprise qui démarre. En général, c'est avec des idées, une très bonne idée, mais il y a très peu de machines ou de choses sur lesquelles je peux gager l'investissement. Donc c'est typiquement quelque chose où le financement par action sans vote, ou le financement par dette n'est pas adapté, quoi. Donc, qui va venir là cette fois? Je demande à Emma vient me voir et me dit, je veux démarrer une start-up. Et voilà, j'ai une idée, mais j'ai pas de collatéral et tout ça. Alors moi, je vais lui dire, bah, écoute, ce que je vais faire, c'est que je lui dis, écoute, moi, je veux bien te financer, seulement moi, je vais te contrôler, quoi. Je vais voir ce que tu fais, quoi, parce que j'ai pas confiance, je veux quand même pas perdre mon argent. Donc, je vais quand même te contrôler. Et puis alors, pas seulement ça, je veux avoir une partie du upside. Si jamais tu as beaucoup de gains, j'en veux une partie pour moi, quoi, dès le début, quoi. Parce que sinon, ça ne le fait pas pour moi, tu vois. Et c'est ça le capital risque. Le capital risque, c'est que j'investis, moi comme capital risqueur, comme venture capitaliste, mais je dis je veux du contrôle et je veux quand même aussi au début une partie des profits en haut. Voilà. Et ça, c'est l'arrangement de capital risque. Et à ce moment-là, ça le fait pour moi, d'accord, de financer Emma, d'accord. Mais qu'est-ce que dit la théorie?
que j'ai mentionnées. Elle dira qu'à mesure que Emma développe son entreprise et qu'elle génère des revenus, ces revenus, elle peut les gager par la suite. Et donc, je peux me permettre au cours du temps, si Emma réussit bien, de lui dire, ben écoute, c'est très simple, comme tu peux gager de mieux en mieux, je vais contrôler de moins en moins, parce que je sais qu'au pire des cas, je peux mettre la main sur des revenus que tu as ou sur des machines que tu as acquises. Et donc, la prédiction de cette approche-là, c'est que, en fait, tu as un cycle de vie. En général, les capital risqueurs au début, eh bien, ils gardent les droits de contrôle et ils demandent une grosse partie, puis après, à mesure que ça passe, ils demandent un petit peu moins et ils laissent le contrôle, ils délèguent davantage de contrôle à l'entrepreneur, tu vois. Et c'est ça qui se passe dans les... Et à un moment donné, eh bien, on arrive au stade de l'offre publique d'achat, c'est-à-dire que l'entrepreneur vend son entreprise et elle devient cotée en bourse. Et voilà. Et comme ça, il devient très riche et il devient lui-même capital risqueur. En général, c'est ça la carrière de... C'est comme ça que ça marche, d'accord? Et donc, plus l'apport financier externe est important, plus le contrôle de l'entreprise va du venture capitaliste vers l'entrepreneur. Donc, au début, eh bien, il y a un fort financement externe, l'entrepreneur a le contrôle, car pas de... Alors oui, donc c'est ça. Oui, donc s'il y a... voilà, donc c'est comme ça que ça marche. Au début, c'est le venture capitaliste qui contrôle, et après, c'est de plus en plus l'entrepreneur qui contrôle à mesure que l'entreprise grandit. Voilà. D'accord? Donc ce que font maintenant Kaplan et Stromberg, c'est qu'ils évaluent et ils montrent qu'effectivement, eh bien, ils ont un échantillon d'entreprises aux États-Unis et ils montrent qu'effectivement, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'au début, eh bien, les droits de contrôle sont avec les investisseurs et plus l'entreprise grandit et devient importante, plus les droits de contrôle et également passent à l'entrepreneur et la part des profits que demande l'investisseur baisse. Voilà. Donc cette théorie, elle est validée. Et ça, c'est un peu l'approche... Ça, c'est l'approche un peu du capital risque. Quel capital? Alors, n'oublions pas qu'on est intéressé par l'innovation. Alors ici, qu'est-ce qu'on veut faire? Eh bien, ce qu'on va regarder, c'est évaluer empiriquement ce qu'apporte le capital risque aux startups. On veut en partie comprendre comment les venture capitalistes sélectionnent les startups et le rôle qu'il joue dans la réussite en termes de croissance, d'innovation. Parce qu'en fait, le venture capitaliste, quand il dit qu'il va contrôler, c'est-à-dire qu'il va apporter son expérience, quoi. Il va guider l'entrepreneur. Il va l'aider, quoi. Et on veut montrer, est-ce que vraiment il y a un rôle, quoi? Est-ce qu'on le voit dans les données? Est-ce que dans les données, on voit que vraiment le venture capitaliste, et ce que montre ce papier-là, c'est que le venture capitaliste, c'est pas juste qu'il veut prendre de l'argent et c'est tout, il apporte à l'entreprise, d'accord? Alors, donc ils mobilisent des données d'entreprise très larges et qui donnent des informations sur l'emploi, le salaire, l'âge des entreprises. On peut tracer le financement effectué par les capital risques, et puis on a des données de brevets et de citation des brevets par entreprise. Voilà. Alors là, qu'est-ce que montre ce diagramme? Ce diagramme, d'abord, il montre qu'on sélectionne eh bien, on tend d'abord à sélectionner des entreprises qui ont un potentiel de croissance. Vous voyez, on regarde ceux qui ont cru plus. En général, les capital risqueurs, ils sont bons pour sélectionner des entreprises petites qui vont grandir. Donc celles qui sont à gauche là, c'est des entreprises petites qui ne grandissent pas. Et ça, c'est les petits qui grandissent. C'est un taux de croissance qui est là. Donc en général, d'abord, ils sont bons, ils ont le flair, quoi, de voir qu'est-ce qui est une entreprise qui est à forte croissance. Donc en général, ils sont bons à sélectionner, d'accord? Alors ça, c'est la sélection en termes de croissance d'emploi de l'entreprise, et ça, c'est en termes de brevets. Ils tendent à sélectionner des entreprises qui vont finir par breveter beaucoup. Voilà, donc ça, c'est quand même une chose intéressante, c'est que déjà un premier rôle des capital risqueurs, aux États-Unis en tout cas, peut-être qu'ils ne sont pas aussi bons dans d'autres pays, c'est de sélectionner en général des entreprises qui vont être performantes, qui vont voir leur emploi augmenter au cours du temps et qui vont finir par breveter beaucoup. D'accord? Donc voilà, donc c'est ce que je viens de montrer, d'accord? Voilà. Donc ils se concentrent disproportionnellement sur les jeunes startups les plus innovantes et à fort potentiel de croissance. Et alors maintenant ici, je vais maintenant
m'extraire, on s'extrait de la sélection, c'est toujours exactement comme le HHMI. Le HHMI, il y avait l'idée qu'évidemment, les gens sélectionnés dans le programme tendent à être meilleurs que ceux qui ne sont pas. Mais après, je voudrais faire abstraction de l'effet de sélection. Donc là, je fais abstraction de l'effet de sélection. Vous voyez que entre ceux qui reçoivent je compare un capital risqueur à une entreprise qui a le même potentiel de croissance, le même tout pareil, et je vois est-ce qu'il y a quand même un effet additionnel du capital risque au-dessus de la sélection. D'accord ? Et ce qu'on voit, c'est que, eh bien, vous voyez qu'en termes de croissance d'emploi, vous voyez que l'entreprise sélectionnée qui reçoit du capital risque, elle va avoir une plus grande croissance que l'entreprise qui n'en a pas reçu, qui par ailleurs est identique. Vous voyez ? Donc par-dessus, on sélectionne des gens meilleurs, et en plus, indépendamment de l'effet de sélection, le fait d'apporter le venture capital, il apporte son expérience, quoi. Et il permet une plus grande croissance. D'accord ? Donc ça, c'est ce que montre cette courbe. Ici, c'est la performance en termes de brevets corrigés pour les citations. Tu vois ? Quality Adjusted Patent. Et là, on voit pareil que, eh bien, non, indépendamment de l'effet de sélection, eh bien, le financement capital risque, eh bien, améliore les performances d'innovation de la firme. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. On voit vraiment l'effet qui est bien montré. D'accord ? Voilà. Donc, et puis, alors maintenant, il y a d'autres choses. C'est que, eh bien, on regarde le degré, le degré d'expérience des capital risques. Donc, en fait, si on voit qu'il y a en fait, parce qu'on regarde, si tu veux, on mesure la qualité des contrats de venture capital. Et on dit, tiens, celui-là, enfin, on regarde le nombre. C'est-à-dire, on regarde dans un cas, c'est un venture capitaliste qui commence, et dans l'autre cas, c'est un venture capitaliste qui a déjà financé beaucoup de projets. Et c'est celui qui a de l'expérience, d'accord ? Et en fait, eh bien, on va voir que si tu es financé par un venture capitaliste qui a beaucoup d'expérience, tu tends à avoir de meilleures performances. Voilà. Et c'est ce qui est montré là. Si on est financé, toutes choses égales par ailleurs, eh bien, d'être financé par un capital risque qui est expérimenté fait qu'on aura une meilleure performance à long terme. Donc ça compte l'expérience du venture capitaliste. Donc c'est important la carrière des venture capitalistes, hein, l'expérience qu'ils ont. D'accord ? Donc ça, c'est en termes de croissance d'emploi. J'aurai plus de croissance d'emploi si je suis financé par un venture capitaliste qui est plus expérimenté, et j'aurai davantage de brevets bien cités. Je générerai davantage de brevets bien cités si je suis financé par un venture capitaliste avec de l'expérience. D'accord ? Donc ça, c'est ce que ça me donne. Alors maintenant, on regarde quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a des secteurs, par exemple, il y a des technologies qui n'affectent que certains secteurs. Par exemple, le cloud computing, mis à disposition par Amazon. C'est un nouveau service qui permet à un certain type de start-up de se lancer à moindre coût dans l'entreprise. Et donc, ça introduit en fait un changement de comportement des capital risqueurs. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on voit tout de suite si la performance est bonne ou pas dans ce domaine. Et en fait, c'est qu'en fait, ce qu'on va montrer, c'est que les entreprises dans les secteurs qui bénéficient du cloud computing reçoivent en fait par entreprise un montant plus faible de financement par capital. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que dans ces secteurs-là, les venture capitalistes vont financer beaucoup plus d'entreprises et très vite, elles vont voir si elles marchent ou pas. Et si elles ne marchent pas, elles arrêtent très vite. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est dans les secteurs qui bénéficient du cloud computing, les venture capitalistes financent un plus grand nombre d'entreprises, mais donnent moins à chacune et stoppent beaucoup plus vite les financements en cas d'échec. Donc ça, c'est ça qui est intéressant. Et donc voilà les données mobilisées. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et en fait, donc les entreprises spécialisées dans le logiciel de service, les réseaux sociaux, les sites de e-commerce ont grandement bénéficié de l'arrivée du cloud computing, mais le genre de venture capital qu'ils reçoivent, c'est très rapide, c'est up and out, quoi. On te donne un peu, ou tu réussis, on continue, et très vite tu réussis pas, et on t'écarte. Et voilà. Donc, alors là, les auteurs séparent les industries en industries qui bénéficient du cloud computing, il y en a 8, et puis les autres qui n'en bénéficient pas. Et ce qu'ils montrent, c'est qu'en fait, par rapport à celles qui ne sont pas dans le cloud computing, eh bien, ce qu'on voit là, c'est que, eh bien, par entreprise, eh bien, tu reçois moins si tu es dans une industrie de cloud computing que si tu n'es pas, quoi. Voilà.
Donc, ils trouvent, voilà, donc c'est quand même surprenant. Après l'arrivée de la nouvelle technologie, les capital risqueurs investissent des premiers apports en capital significativement plus petits par entreprise dans les secteurs qui bénéficient de cette technologie. D'accord ? Donc voilà ce que ça montre. Mais ce que ça montre là, c'est qu'on finance beaucoup plus. C'est-à-dire que là, c'est que par rapport à des industries qui ne bénéficient pas du cloud computing, eh bien, je finance beaucoup plus d'entreprises. Donc là, c'est le nombre d'entreprises. Et on voit que ce nombre augmente très vite, là, jusqu'à 2010. C'est-à-dire que le cloud computing fait que les venture capitalistes, au total, par industrie, financent autant. Mais c'est beaucoup plus d'entreprises et beaucoup moins par entreprise. Vous voyez, je peux beaucoup plus facilement monitorer chaque entreprise. Je donne un peu partout et je vois très vite qui réussit. Et ceux qui réussissent, je continue, les autres, j'écarte, quoi. Et c'est ça qui se passe. Donc, pour l'industrie dans son ensemble, celle qui bénéficie de cloud computing ne demande pas moins, mais par contre, par entreprise, ils obtiennent moins. Voilà. D'accord ? Donc, si les premiers retours sont mauvais, les auteurs trouvent que les capital risqueurs choisissent de ne pas renouveler leur financement pour les industries du cloud computing. Voilà, donc ça, c'est intéressant. C'est ce qu'on appelle le spray and pray, quoi. Tu étales et tu pries, quoi, pour que ça marche. D'accord ? Voilà, au total, il montre que la stratégie d'investissement favorise les startups pour lesquelles les coûts initiaux sont faibles, où l'information pertinente est révélée rapidement. L'émergence de cette stratégie va handicaper le développement de technologies plus complexes, parce que, en fait, le cloud computing, c'est un mix blessing, comme on dit. C'est bien parce que ça permet de financer beaucoup plus de projets, mais en même temps, on devient très short-termiste. Et comme vous savez, quand on veut faire des grandes innovations, comme je l'ai expliqué avec le HHMI, on ne veut pas être trop short-termiste parce qu'on veut permettre la prise de risque et des grands investissements. Donc le cloud computing, ça permet de financer beaucoup plus de projets, mais on devient un peu short-termiste et on se met moins dans les trucs, dans les innovations de rupture, quoi. Voilà. Hein ? Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on apprend au total ? Les capital risques choisissent de financer disproportionnellement les startups ayant un fort taux de croissance, plus innovants. Le financement par venture capital affecte significativement la performance en termes de croissance, d'emploi et d'innovation, et elle est d'autant plus importante si le capital risqueur est expérimenté. Les venture capitalistes ont tendance à donner la priorité aux projets nécessitant de faibles coûts initiaux et donnant des résultats rapidement, pour lesquels ils exigent une rentabilité immédiate. C'est quand il s'agit surtout d'industries qui sont sujettes au cloud computing. Voilà, donc c'est ce que j'appelle le spray and pray. Je finance davantage de startups, mais à hauteur d'un plus faible capital. Donc le financement par venture capitalist a un effet significatif sur la performance, en leur donnant plus de chances de faire partie des très rares devenir de grands groupes. Il montre également que le choix de type de startup financée n'est pas neutre et pourrait introduire une distorsion de développement technologique. Il se peut que je sois short-termiste, quoi. Et ça, c'est un peu le danger. Voilà, donc un petit peu, voilà ce que je voulais dire sur le capital risque. D'accord ? Alors maintenant, je vais passer à un autre truc. Donc, capital risque, c'est vraiment pour les toutes petites startups qui démarrent. On est là. Et puis, l'entreprise, elle grandit. Et l'entreprise grandit. En fait, en général, il y a cette fameuse courbe. Quand je regarde le lien entre la taille et l'âge d'une entreprise, on va revenir souvent là-dessus, la relation entre la taille et l'âge de l'entreprise. En général, il y a une relation entre la taille et l'âge. C'est-à-dire que, eh bien, si je représente l'âge d'une entreprise, et ici, je représente la taille, par exemple, le nombre d'employés ou le nombre d'activités, eh bien, je tends à avoir une relation qui est croissante. Vous voyez, on démarre petit ou on disparaît, mais si on conditionnant à survivre, on tend à être plus grand. D'accord ? Alors, aux États-Unis, c'est très intéressant parce que si je veux voir la courbe américaine, elle est assez pentue, la courbe américaine. Si je veux voir la courbe française, elle est moins pentue. Vous voyez, France, c'est là. Et alors l'Inde est encore moins pentue, vous voyez ? Parce qu'aux États-Unis, elle est très pentue, parce que ce qui se passe aux États-Unis, c'est qu'on te sélectionne. Si tu es très bon, on continue. Donc ceux qui continuent, c'est vraiment ceux qui sont très bons, qui ont un fort potentiel de croissance. Donc avoir survécu aux États-Unis, ça veut dire que tu as une grande chance d'avoir un potentiel. On a bien vu là, avec le cloud computing. Tu n'étais pas bon, t'es pas... Donc ceux qui survivent aux États-Unis, c'est ceux qui ont un fort potentiel de croissance. Tu vois, et c'est pour ça que tu as, non seulement aux États-Unis, tu as plus de moyens de croître parce que tu as les fonds que tu n'as pas en France, donc tu as les moyens de croître plus avec l'âge, mais également il y a un effet de sélection, c'est-à-dire que si tu as survécu, c'est que tu es très bon. Et si tu n'es pas très bon, tu as été éliminé, quoi. Et c'est pour ça que tu as cette courbe très pentue. Pour les deux raisons. Un, directement parce que tu as des fonds, et deux, parce que la sélection opère mieux.
Mais en Inde, par exemple, tu ne peux pas croître énormément parce que, essentiellement, tu donnes les filiales à tes beaux-frères et tes belles-sœurs. Quand tu n'as plus de beaux-frères et de belles-sœurs, tu cesses de faire croître l'entreprise. Non, mais je suis un peu caricatural, hein, et un peu. Et donc, ce qui se passe, c'est que si tu veux, tu as beaucoup d'entreprises inefficaces qui peuvent survivre parce que tu peux être très efficace, mais tu ne vas jamais grandir beaucoup et les gros ne vont jamais prendre la place des ceux qui ne réussissent pas. Donc, tu peux être inefficace et rester. Et donc, tu as beaucoup d'entreprises en Inde qui, bien qu'inefficaces, demeurent. Et ça tend à réduire la pente de cette relation en moyenne entre taille et âge. Tu vois, tu peux avoir un potentiel de croissance pas très grand et quand même survivre. Et donc, ça fait que ça tend à... Donc, ça enlève d'abord du crédit disponible pour des très bons petits qui arriveraient, mais également, ça fait que la sélection perd moins bien. Et tout ça contribue à rendre cette courbe en Inde, pour l'Inde, beaucoup moins pentue que pour les États-Unis. Vous voyez, c'est ce double effet. Moins de capital, mais moins de sélection également. D'accord? Ça, c'est un peu l'idée. Ça, c'est vraiment qui sous-tend. Vous voyez, ce qui sous-tend un peu tout ça. Alors, moi, au début, donc en France, par exemple, on a déjà, au niveau de la recherche fondamentale, on a vu qu'on n'a pas du tout le même écosystème qu'aux États-Unis. Ensuite, on a montré que venture capital, dans le livre Le pouvoir de la destruction créatrice, on compare le capital risque entre États-Unis et France. Évidemment, c'est beaucoup plus développé aux États-Unis qu'en France. Voilà. Donc, le venture capital commence à se développer en France, mais beaucoup moins encore qu'aux États-Unis. Et alors après, on passe à un autre stade, quand l'entreprise grandit, c'est ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels. Alors, les investisseurs institutionnels, c'est les fonds de pension ou les fonds mutuels, notamment, qui investissent dans les entreprises. Mais c'est des entreprises plus grosses, en général. D'accord? Et c'est de ça que je vais parler maintenant, des investisseurs institutionnels. Donc voilà, alors en fait, les investisseurs institutionnels, fonds de pension, fonds mutuels, etc., possèdent un nombre grandissant de capitaux dans des entreprises cotées en bourse. Donc là, je me restreins à des entreprises qui ont passé le stade de l'offre publique d'achat et qui sont cotées en bourse. Donc c'est des entreprises qui ont déjà grandi suffisamment, d'accord ? Et là, je regarde le pourcentage des capitaux détenus par des investisseurs institutionnels aux États-Unis dans des entreprises cotées en bourse. Et vous voyez que ce montant a énormément augmenté récemment. Ça s'est beaucoup développé. Alors nous, évidemment, comme on a un système de retraite par répartition, ça réduit beaucoup le rôle des fonds de retraite, en tout cas que la petite partie qui est en capitalisation, qui peut jouer ce rôle. Et donc, on peut pas, par nature, on ne peut pas développer autant les investisseurs institutionnels. Bon, on peut avoir les fonds mutuels, mais enfin, ce n'est pas pareil. Alors, une fois les startups devenues grands groupes, la nature des investisseurs change. Une part grandissante de leurs capitaux sont détenus par des investisseurs institutionnels, comme j'ai dit, fonds de pension, assurance, fonds d'investissement. Et donc, alors moi, on a pu penser, et ça, moi, c'est une recherche que j'avais faite moi-même avec Vandrinen et Zingales, et on s'était dit au début que les investisseurs institutionnels, ils devaient être short-termistes. Je ne sais pas pourquoi on avait pensé ça. On a dit, voilà, qu'en fait, ils se moquent un peu ils ont vraiment le défaut dont je parlais quand je parlais du contrôle. Ils ont ce défaut de s'intéresser qu'au profit monétaire et ils ne veulent pas tellement voyez, développer l'entreprise, quoi. Voyez, et s'il s'agit de s'engager dans des projets risqués d'innovation de rupture, peut-être que les investisseurs institutionnels, eh bien, ils vont pas vouloir, quoi. Ils vont être short-termistes. Mais la surprise, c'est que ce n'est pas le cas. Donc ça a été un cas dans ma recherche, dans ma carrière de recherche, où j'ai trouvé, où les résultats empiriques ont infirmé mes préjugés. J'ai pensé d'une certaine façon, et les résultats empiriques ont été différents de ce que j'ai trouvé. Alors moi, il y a des gens qui, quand dans un cas comme ça, disent « la réalité a tort », puisque moi j'ai toujours raison. Donc on met sous le tapis, quoi. On oublie, on passe à un autre sujet. On oublie que j'ai travaillé là-dessus, quoi. Et nous, au contraire, on voulait comprendre pourquoi on avait eu tort. D'accord ? Pourquoi les investisseurs institutionnels n'étaient pas short-termistes, d'accord ? Au contraire, eh bien, on montre que dans les entreprises où il y a davantage de capital détenu par des investisseurs institutionnels, il y avait plus d'innovation, pas moins d'innovation. Et on a voulu comprendre pourquoi. Alors, on s'est dit, vous voyez, on le voit là, je regarde les brevets, l'évolution des brevets, et je regarde en termes de pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels. Évidemment, ça vous pensez que je triche là, mais je ne triche pas. Ma ligne, elle est vraiment croissante. Vous voyez qu'il y a des grains de beauté partout, mais en fait, la courbe moyenne, elle est croissante. Et si je montre la régression en tableau, elle est incontestablement croissante. À gauche, c'est le nombre de brevets.
et à droite, c'est les brevets pondérés par les citations des brevets. Donc on s'est dit, bon ben voilà, contrairement aux idées reçues, plus eh bien, l'investissement institutionnel contribue à l'innovation. Alors on s'est dit, il y a deux histoires possibles. Une histoire, c'est qu'on a un manager paresseux, c'est-à-dire que lui, il n'a pas envie, et quelque part, eh bien, les investisseurs les forcent à travailler dur et à innover, quoi. Ça, c'est une histoire. C'est-à-dire que j'ai un manager, il ne veut pas tellement gagner de l'argent parce qu'il est manager d'une grosse entreprise, il veut pouvoir rouler dans sa voiture de fonction, il veut avoir une vie pépère, c'est pas comme l'entrepreneur qui crée sa boîte, quoi. Et donc, he wants quiet life, et l'investisseur institutionnel va le forcer à travailler plus. Ça, c'est une histoire. Peut-être c'est celle-là. Mais il y en a peut-être une autre, et l'autre, c'est l'idée des carrières. C'est-à-dire de dire, voilà, eh bien, l'innovation est un processus risqué. En cas d'échec, eh bien, les managers risquent d'être renvoyés, leur réputation ternie, et les investisseurs institutionnels peuvent protéger le manager de ces risques, parce qu'ils peuvent dire, je peux avoir de l'information directement, et moi, je sais qu'ils peuvent jouer le rôle du HHMI. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils peuvent dire, non, au contraire, je sais que Jean-Pierre, même si au début, ça ne marche pas très bien, je sais qu'il est bon, et je vais jouer un peu le rôle du HHMI, je vais miser sur lui. Parce que comme j'ai des fonds et tout, j'ai essayé de savoir qui était Jean-Pierre. Et donc, j'avais intérêt à le faire. Parce que comme j'avais beaucoup investi dans cette entreprise en tant qu'investisseur institutionnel, j'avais intentation à trouver l'information. Et comme j'ai l'information sur Jean-Pierre, même si au début ça ne va pas bien, je sais ce que vaut Jean-Pierre, parce que j'ai mon information sur lui, quoi. Et donc, je vais insuler, je vais protéger Jean-Pierre contre les aléas du marché. Parce que je vais m'informer sur lui directement. Ça, c'est une autre histoire. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est de montrer qu'on peut discriminer entre ces deux histoires-là. D'accord? On s'est dit, voilà les suspects, quoi. Mais maintenant, les deux histoires n'ont pas les mêmes prédictions par ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Les deux impliquent qu'il y a davantage d'innovation quand il y a davantage d'investissement institutionnel, mais chacune a d'autres prédictions qui ne sont pas les mêmes. Et je vais vous montrer lesquelles. Et on a vu que c'était vraiment la deuxième histoire qui était la bonne. Vous voyez comment on a fait? On a dit, bon, c'est pas ce qu'on pensait. Donc voilà des histoires qui sont compatibles avec ce qu'on ne pensait pas. Et il y en a une, il y en a deux. Et puis après, mais chacune a des implications qui ne sont pas les mêmes de celle-là à celle-là. Et on va les tester. Et on a vu que c'était les implications qui étaient compatibles avec celle-là, cette histoire des carrières qui était la bonne. Vous voyez, c'est comme ça qu'on est arrivé à notre histoire. Vous voyez, c'est comme ça qu'on a... C'est ça là, le dialogue entre la théorie et l'empirique. C'est comme ça qu'on fait de la théorie sympa. C'est en faisant un dialogue. Il y a des gens qui pensent que le modèle ne vous apporte rien. Si on n'avait pas de modélisation, on n'aurait jamais pensé à ces histoires-là. Et il y en a qui pensent que l'empirique ne sert à rien. Mais si on n'avait pas l'empirique, on n'aurait jamais pu discriminer entre cette histoire et celle-là. On aurait dit peut-être ben que oui, peut-être ben que non, c'est peut-être celle-ci, c'est peut-être celle-ci, et on se serait arrêté là. Et c'est pour ça que le dialogue entre la théorie et l'empirique est tellement important. Parce que ça permet de progresser. C'est ça que je crois dans ce dialogue. Je pense que des gens qui font de l'empirique sans théorie, ou des gens qui font de la théorie sans empirique, ils se limitent parce qu'ils ne peuvent pas faire ce genre d'exercice. Voilà. D'accord? Je ne vise personne. Alors voilà. Donc on utilise des données de firmes, et c'est des firmes qui sont CompuStat, c'est-à-dire des firmes cotées en bourse. D'accord? Et je connais pour chacune de ces firmes la part des investisseurs institutionnels. Voilà. Donc j'ai un échantillon, donc évidemment, ce n'est pas énormément d'entreprises, parce que les grosses entreprises, il n'y en a pas tant que ça, il y en a quand même plus aux États-Unis qu'en France. Et je vais vers un modèle économétrique pour estimer, pour voir comment eh bien, la propension à breveter, à innover, dépend de la part du capital de l'entreprise détenue par des investisseurs institutionnels. D'accord? Et alors on voit que je regarde différentes mesures d'innovation, et voilà la part du capital détenu par des investisseurs institutionnels, et quelle que soit la mesure, je trouve que c'est significatif. J'ai 3 étoiles au guide Michelin, hein, c'est positif et significatif. Donc je vois qu'il y a un effet de l'investissement. Donc déjà ça montre que mon préjugé était faux. Moi je croyais que ça serait négatif. Nous on croyait, enfin moi et mes co-auteurs, d'accord? Et en fait c'est positif, d'accord? Donc ça c'est la première chose, d'accord? Donc voilà. Alors évidemment, il peut y avoir, là j'ai montré une corrélation, je n'ai pas montré une causalité. Et il se pourrait que ce soit une corrélation qui soit, disons, un effet de coïncidence. C'est-à-dire qu'il se peut très bien que eh bien, les investisseurs institutionnels peuvent choisir d'investir dans des entreprises déjà plus innovantes. Ça donne un biais positif. À l'inverse, ils pourraient investir dans des firmes qui sous-performent en innovation afin de les redresser. Un biais négatif. Donc nous, on veut s'abstraire du biais. Pour faire ça, on fait une instrumentation, c'est-à-dire on trouve une source exogène
de variation de l'investissement institutionnel. Et on dit que c'est l'effet de cette source-là sur l'innovation qu'on va regarder. Tu vois, ça c'est la méthode pour passer de la corrélation à la causalité. J'introduis un instrument, d'accord? Voilà. Donc, et l'instrument, c'est est-ce que la firme va être incluse dans un indice qui s'appelle le SAP, le Standard & Poor's 500. C'est les 500 entreprises du Standard & Poor's Index. Et ce qui est intéressant, c'est que le fait d'être d'inclusion dans cet indice ne se fait pas à cause de la performance de l'entreprise, mais en fonction de la représentativité de l'entreprise au sein du secteur. Donc c'est quelque chose qui est totalement orthogonal au fait d'être performant ou pas. Donc ça, et qu'est-ce qui se passe? C'est que quand une entreprise est intégrée au SAP 500, au SAP 500, eh bien, il y a des investisseurs qui sont des investisseurs indexés. Et ces investisseurs indexés, ils ont des produits financiers qui reproduisent les performances de l'indice. Et donc, ils ont une obligation d'investir dans toutes les entreprises de l'indice. Vous voyez, c'était BlackRock qui faisait ça. BlackRock était enfin, c'est pas un modèle, hein, mais c'était une banque britannique qui était spécialisée qui était un investisseur indexé. C'est-à-dire que si le S&P change et qu'il y a deux nouvelles entreprises qui entrent, il est obligé, dans ses produits, de mettre l'investissement dans cette entreprise. Ça, c'est une source exogène. C'est ça ma variation exogène. C'est le fait d'être inclus dans le S&P 500. Automatiquement, les investisseurs indexés qui sont des investisseurs institutionnels vont venir. Et ça, on va regarder l'effet de ça sur l'innovation. Et c'est comme ça que je contourne le problème de l'endogénéité. Vous voyez? D'accord? Donc, voilà, comme les investisseurs indexés sont plutôt des investisseurs institutionnels, et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, eh bien, l'effet de rejoindre le S&P 500 sur l'innovation, sur le nombre de brevets ou le nombre de brevets très cités est significatif. Donc, on montre bien un effet causal de l'investissement institutionnel sur l'innovation. Donc, on a d'abord bien établi ce fait. On a dit vraiment là, parce qu'on s'était dit au début, bah, c'est une corrélation, mais peut-être que si on instrumente, ça revient négatif. On espérait beaucoup que ça serait négatif. Jamais c'était négatif. Ça revenait positif, positif, positif. Donc on s'est dit, c'est incontournable. Incontournable. Donc on doit expliquer ce truc. Et c'est là qu'on est arrivé avec nos deux histoires. Le manager paresseux versus la carrière protégée, le manager qui veut faire des investissements risqués. Alors, et on regarde, si on fait la régression avec instrument, vous voyez, la corrélation montre qu'elle est plus grande qu'elle était avant, ce qui montre qu'elle confirme la relation positive et maintenant qui est causale de l'investissement institutionnel sur l'innovation. D'accord? Donc ça c'est... Alors maintenant, voilà comment on a fait pour distinguer les deux histoires. Alors, vous voyez, regardez ça. Ça, c'est sympa comme truc. Alors, je reprends un peu d'eau. Pas le droit de dire la marque. Hein. Bon. Donc, eh bien, on s'est dit, voilà, vous voyez, c'est ça la théorie en économie. Alors, ça paraît toujours très simple, mais c'est pas... Si c'était le manager paresseux, et si je suis maintenant dans un environnement où il y a plus de concurrents, la concurrence elle-même des rivaux me pousserait à travailler davantage pour pas tomber en faillite. Donc, si c'était l'histoire du manager paresseux, le rôle des investisseurs institutionnels baisserait dans un environnement plus concurrentiel, parce que se substitueraient à l'investisseur institutionnel les concurrents. Eux, déjà, sont un incitant à travailler plus dur. Donc, si j'étais dans un environnement, si c'était l'histoire du manager paresseux, il y aurait substituabilité entre concurrence et investissement institutionnel. Il y aurait moins de rôle de l'investisseur institutionnel dans un environnement plus concurrentiel. Or, ce n'est pas ça qu'on voit. Regardez, l'environnement concurrentiel, c'est la ligne continue. Les secteurs moins concurrentiels, c'est la ligne en pointillé. C'est exactement le contraire qu'on voit. Donc, exit l'histoire du lazy manager. Et c'est l'autre qui marche. Et l'autre, qu'est-ce qu'elle est? L'autre, elle dit, l'autre, c'est quoi? C'est de dire, je protège Jean-Pierre, qui veut faire des investissements risqués. Mais l'investissement, il devient encore beaucoup plus risqué dans un environnement plus concurrentiel. Donc le rôle de l'investisseur est encore plus grand. Et donc, dans cette histoire-là, il y a complémentarité entre l'investissement institutionnel et la concurrence. Et c'est exactement ce qu'on observe là. Et c'est comme ça que j'ai tué l'histoire du lazy manager. Vous voyez comment on fait la théorie et l'empirique? C'est ça la beauté de l'économie, c'est faire ce dialogue entre les deux. Vous voyez? D'accord? Ça vous donne envie de faire de l'économie, hein? Vous voudrez tous être économistes, je suis sûr, non? Je vous ai tous donné envie de faire de l'économie, là. Voilà.
Je crois que ça n'a jamais été montré, enfin, je ne veux rien dire, mais j'ai eu des prédécesseurs au Collège de France, tous très très bons, mais je pense que ça, c'est quelque chose de nouveau comme thème. Je pense qu'il n'y a pas eu depuis le roi Beaulieu, quoi. Je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de... Ça n'a pas été beaucoup dit, je pense, en économie, par mes prédécesseurs depuis le début de l'existence de cette institution. OK. Alors, le fait que le compte soit complémentaire aux investissements institutionnels va dans le sens de l'hypothèse de carrière concerns. La concurrence augmente les pertes en cas d'échec et donc le risque inhérent à l'innovation. Les investisseurs institutionnels assurent contre le risque d'être perçus comme mauvais en cas d'échec, et cette assurance a davantage de valeur quand la concurrence s'accroît. Et c'est pour ça qu'il y a cette histoire qui est validée. D'accord? Et alors... donc voilà. Alors, ce qui est intéressant également, c'est que, eh bien, une autre manière de le voir, et je ne l'ai pas montré là, c'est qu'on montre que quand il y a plus d'investisseurs institutionnels, eh bien, la probabilité d'être viré en cas de mauvaise performance, elle baisse, quoi. Donc, on la valide directement. On a regardé la probabilité pour un manager de perdre son job après des mauvaises performances, eh bien, elle baisse quand il y a investisseur institutionnel. Donc, ça confortait directement l'histoire de la carrière. Voilà. Alors, donc ça, c'est tout le volet. Donc, je vous ai montré recherche fondamentale, et puis après, on passe au venture capitaliste, après aux investisseurs institutionnels. Mais il y a évidemment le rôle de l'État. Voilà. Alors, est-ce que les politiques publiques ont un effet direct sur les investissements en R&D? Et normalement, elles devraient, parce que, en général, je tends à sous-investir en R&D. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que je n'internalise pas les effets positifs de ma R&D, de mon innovation, sur les autres acteurs. En général, j'ai des effets positifs sur les autres. Il y a ce qu'on appelle des externalités technologiques. Comme l'entrepreneur individuel ne les prend pas en compte, ne les internalise pas, il y a un rôle pour la puissance publique d'investir. La question, c'est comment investir. D'accord? Tout le monde est à peu près d'accord qu'il faut mettre de l'effort, mais la question, c'est comment le faire. Alors, je vais parler de politique, j'en reparlerai plus tard aussi avec les LABEX, quand on parlera, mais je parlerai de politiques qui ont marché. Alors, en Grande-Bretagne, il y a eu un changement dans la loi pour les subventions à la R&D accordées notamment aux PME. C'est-à-dire qu'en fait, ils accordent des subventions à la R&D à toutes les entreprises, mais le poids est beaucoup plus grand en Grande-Bretagne aux petites et moyennes entreprises. D'accord ? Donc, le but est de savoir si les PME qui peuvent bénéficier de cette réduction de revenus imposables, donc en fait, ce qu'on fait, c'est que en Grande-Bretagne, en fait, c'est qu'on réduit la partie de ton revenu qui est imposable. Voilà. En France, on subventionne tes dépenses de R&D directement. C'est à peu près équivalent, hein, mais voilà. Mais ce n'est pas fait de la même manière quand même. Donc, on veut regarder si les PME, notamment, qui peuvent bénéficier de cette réduction de revenus imposables, investissent effectivement plus en R&D et innovent plus que celles qui ne peuvent pas en bénéficier. D'accord? Donc, jusqu'en 2007, les PME britanniques pouvaient recevoir cette plus large réduction de revenus imposables, mais il fallait avoir moins de 250 employés, je ne sais plus si c'est un « et » ou un « ou », 43 millions, je crois que c'est un « et », 43 millions d'euros d'actifs et pas plus que 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, d'accord? Et en 2008, ce qui s'est passé, c'est qu'on a doublé les critères d'attribution. C'est-à-dire qu'une entreprise qui avait moins de 500 employés pouvait bénéficier de ce crédit d'impôt, d'accord, et qui avait pas plus de 80 et de moins de 83 millions d'euros d'actifs, tu vois, tu passes de 43 à 83, et tu fais passer de 50 millions à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on élargit l'éventail d'entreprises qui peuvent bénéficier de cette réduction de revenus imposables. Ça veut dire qu'on décide qu'une plus petite partie, pas tout ton revenu sera imposable, seulement une fraction de ton revenu sera imposable. D'accord? Donc les auteurs mobilisent trois principales bases de données. Voilà, une base de données qui obtient les données de dépenses de R&D, une base de données sur les comptes des entreprises et une base de données sur les brevets déposés par les entreprises. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'il y a? On regarde. En fait, eh bien, on sait que les actifs, c'est 86 millions, là, on a vu là, le chiffre. Alors, on passe, attendez, où est-ce que je me suis mis là? Je passe à 86, oui, je ne sais plus, c'est 83 millions. Donc là, j'ai en millions d'actifs, voilà, c'est juste avant 83, je ne sais plus pourquoi c'est 86. Oui. D'accord? Et en fait, vous voyez qu'en général, plus on a des actifs, plus la R&D augmente, d'accord? Et ce qui se passe, c'est que toutes ces entreprises-là bénéficient du crédit d'impôt. Et là, ça tombe parce qu'au-dessus, elles n'en bénéficient plus. Mais ça monte quand même avec tes actifs. Plus tu as d'actifs, plus tu peux emprunter pour faire de la R&D. Tu comprends? Tu vois, mais tu vois l'effet par cette discontinuité-là. Tu vois qu'à partir du seuil où tu ne peux plus en bénéficier, boum, tu as un trou d'air. D'accord?
C'est comme ça qu'ils mettent en évidence l'effet. Mais à l'intérieur de chaque, c'est croissant avec le montant des actifs, puisque plus tu as d'actifs, plus tu as une capacité d'emprunt importante. D'accord? OK? Vous voyez comment ça marche? D'accord? Donc ça, c'est en termes de dépenses de R&D. Donc il y a ce trou d'air en dépenses de R&D, et là, il y a le trou d'air en termes de brevets. Vous voyez qu'il y a un trou d'air en termes de production de brevets. Donc il montre de cette manière l'effet. Et donc l'effet d'étendre de là à là, c'est fait qu'avant, le trou d'air était avant, et le trou d'air arrive après. Donc tu récupères de la R&D, tu augmentes la R&D de toutes les entreprises qui maintenant passent en dessous du seuil. Parce que qu'est-ce qu'a fait la loi? Elle a fait bouger ce seuil, tu vois. Donc tu peux voir l'ajout en R&D et l'ajout en brevet que ça donne. D'accord? D'accord, donc, donc évidemment, plus l'entreprise est grande en termes d'actifs, plus elle dépense, mais on observe une discontinuité au niveau du seuil d'éligibilité de 86 millions d'actifs qui est plus marquée pour les dépenses de R&D. Les entreprises juste en dessous ont plus dépensé en R&D en moyenne que celles juste au-dessus du seuil, et c'est comme ça. Tu vois, la causalité, tu peux l'établir ou bien avec un instrument, ou bien avec ce qu'on appelle regression discontinuity. Tu mets en évidence cette discontinuité. D'accord? Parce qu'en fait, les entreprises qui sont juste en dessous et juste au-dessus de celles sont quasiment identiques, sauf que l'une bénéficie de la politique, l'autre n'en bénéficie pas. Donc tu vois vraiment l'effet de la politique. À nouveau, c'est une autre manière d'attraper l'effet de sélection, là. D'accord? Parce que pour toutes les autres choses, les entreprises sont quasiment identiques, celle-ci et celle-ci. C'est juste que l'une est au-dessus du seuil et l'autre est en dessous. D'accord? Voilà. Donc la discontinuité montre que la loi n'est pas neutre, ça montre que les entreprises répondent aux incitations. Le système de subvention britannique paraît plus pertinent que son équivalent français. Alors, ce qui est intéressant, parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, en Angleterre, c'est les PME qui profitent surtout. Après, ils ont étendu le truc, mais c'est surtout les PME qui profitent des subventions, d'accord? Tandis que pas en France. Le crédit impôt recherche, voilà comment ça marche. Donc là, comme je suis en train de... Mais vous savez, là c'est très intéressant, la France, parce que tu veux changer quoi que ce soit au crédit impôt recherche, mais tu t'attaques à un dogme incroyable. C'est presque aussi dur que les retraites. Alors, donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le système français est assez tordu. Il faut vraiment... il fallait y penser, quoi. Comment ils font en France? En France, ils disent, voilà, si je dépense... Alors, ça a été la loi de 2008, parce qu'avant 2008, c'était plafonné. Tu ne pouvais pas donner plus, tu ne pouvais pas subventionner plus qu'un certain montant en R&D. Mais à partir de 2008, on change la règle et on dit tout investissement inférieur ou égal à 100 millions d'euros en R&D, eh bien, nous, on paye 30%. Tu vois, tu payes 100, en fait, tu ne payes que 70, quoi. Et nous, on paye 30. Et au-dessus de 100 millions, c'est subventionné, donc là, c'est 100 millions, et là, c'est subventionné à 30% de subvention. Et au-dessus, c'est subventionné à 5%. D'accord? C'est ça la règle. C'est une drôle de règle, quand même, hein? Et donc, mais pourquoi ce n'est pas efficace? Parce que les PME, en moyenne, elles financent 4-5 millions. C'est jamais plus que ça. Elles sont très en dessous du seuil de 100 millions. N'atteignent le seuil de 100 millions que les plus grosses entreprises françaises. Mais elles auraient de toute façon mis 100 millions. Et donc, tout ce que tu gagnes avec ces entreprises, c'est au cas où elles sont un peu au-dessus de 100 millions, tu subventionnes le plus. Tu vois ce que je veux dire? Par rapport à ce qu'elles auraient fait, tu permets peut-être à quelqu'un qui était là d'investir un petit peu au-dessus, et donc, mais ça, tu le subventionnes à 5% seulement. Tu vois? Donc, ça veut dire que c'est des effets d'aubaine énormes. Tu vois, par exemple, je vais prendre Olympia, là. Olympia, elle est grosse entreprise. De toute façon, elle aurait mis les 100 millions. De toute façon, donc je lui donne 30% en cadeau, parce qu'elle l'aurait fait de toute façon. Et la seule petite différence aurait été au-dessus. Mais là, je ne la subventionne qu'à 5. Donc, si tu veux, son effet sur son innovation marginale ne peut être que très faible. Et donc, si tu veux, c'est-à-dire que la plupart de son investissement est ce qu'on appelle inframarginal. C'est un investissement en dessous de la marge où je peux faire une différence. Et quand je fais une différence, je la fais très peu, de 5%. En fait, ce que font les grands holdings, vous savez ce qu'elles font? Les holdings, elles se séparent en entreprises. Au lieu de dire « je suis une seule entreprise », elles se divisent en entreprises de façon à ce que chacune d'entre elles tombe juste au-dessous du 100 millions. Ben oui, pas bête, pas idiote la guêpe, hein, quand même, hein, d'accord? Et
Et du coup, ils bénéficient à fond du truc. Et le résultat des courses, c'est qu'on sait que, alors que 95% des entreprises dépensent moins de 3 millions d'euros en R&D, donc c'est en fait le gros du gâteau va aux grosses entreprises qui auraient fait cet investissement de toute manière. Tu vois? C'est ça le truc qui est vraiment tordu, quoi. Donc l'inframarginal, c'est la partie que j'aurais de toute façon faite, quoi. Et en fait, on voit que si tu veux, la partie, voilà, que la partie inframarginale est importante. Environ 2/3 du crédit aux plus grandes entreprises est inframarginal. Elle est en dessous, tu vois, des 100 millions. Tu vois, elle est dans une partie que l'entreprise aurait faite de toute manière. Et on voit d'ailleurs, c'est intéressant, si je regarde le ratio du crédit d'impôt sur le nombre de brevets, tu vois, où je tiens compte des citations, tu vois qu'après 2008, eh bien, si tu veux, le brevet, tu vois, le ratio baisse, quoi. C'est-à-dire que le rendement en citation du crédit, après la réforme de 2008, elle chute, quoi. Parce que pour les grandes entreprises qui déjà finançaient les 100, simplement, je leur donne, mais ils ne vont pas faire plus de brevets, ils les faisaient déjà les 100, tu comprends? Donc tout ce que je peux faire, c'est peut-être la différence à 5%, mais là, elle est très minime. Tandis que là où je faisais une différence, c'était pour celles qui étaient les petites. Mais comme je finance essentiellement les grosses, tu vois qu'au total, je génère peu de nouveaux brevets par rapport à la somme totale qui a été mise. Le crédit d'impôt recherche, c'est quoi? C'est 7 milliards, non? À peu près, 6,5 milliards. Tu vois? Et d'ailleurs, on voit, c'est très intéressant. Tu compares la Grande-Bretagne, les petites entreprises, c'est les bleus, le foncé, c'est les grosses entreprises. Alors celles qui sont profitables, celles qui ne le sont pas. Les couleurs claires, les foncés, c'est les grandes, et les pas foncés, c'est les petites. Vous voyez qu'en Grande-Bretagne, les petites reçoivent beaucoup plus de subventions. Mais vous voyez qu'en France, c'est à peu près pareil. Les petites et les grosses reçoivent pratiquement pareil. Vous voyez, en moyenne d'accord, le total moyen. Donc je crois que c'est à peu près 40%, 35% en tout cas, ou entre 35 et 40% du montant du crédit d'impôt qui va aux 20 plus grosses boîtes en France, quoi. C'est fou, quoi. Alors que ce n'est pas du tout le cas en Grande-Bretagne. D'accord? Alors c'est intéressant parce que, en fait, ceux qui innovent le plus, c'est les petites entreprises. Ceux qui font les innovations les plus marquantes, c'est les petites entreprises innovantes. C'est elles qui innovent le plus. Après, je deviens plus routinier. Donc on subventionne surtout pas les plus innovants. D'accord? Alors, quel est l'argument? Dès que vous touchez à ça, eh bien, les représentants des grandes entreprises, qui sont des gens très bien par ailleurs, je veux dire, c'est des gens tout à fait... voilà, ils vous disent « Ah non, si vous faites ça, on va délocaliser notre R&D ailleurs. » C'est ça ce qui se passe. D'accord? Mais il y a peut-être d'autres outils plus appropriés pour améliorer l'attractivité de la R&D, la proximité au marché local, la disponibilité de travailleurs qualifiés, la proximité à des clusters d'entreprises innovantes, la proximité d'universités d'excellence, un faible coût de la R&D, un soutien de l'État en cas d'externalité négative. Et puis il y a eu la baisse de l'impôt sur les sociétés qu'on a faite, qu'on va continuer. On a baissé les impôts de production. L'environnement fiscal des entreprises n'est plus du tout le même maintenant que ce qu'il était en 2008, quoi. Donc voilà le débat. Et donc mais comme les grosses entreprises ont un pouvoir de lobbying énorme et que essentiellement Bercy n'écoute qu'elles, ou pratiquement, elles arrivent à dire on ne change pas un iota. Moi, je suis pour garder l'enveloppe du crédit impôt recherche, mais peut-être baisser. Alors, il y a plusieurs manières de baisser. L'une, c'est de dire je vais rendre le taux de subvention proportionnel au ratio entre tes dépenses de R&D et ta taille. Si par rapport à ta taille, tu fais plus de R&D, je te subventionne. Tu pourrais le mettre aussi. Tu aurais dit au lieu de mettre un seuil à 100, tu dis voilà, moi, ce que je fais, c'est que je vais mettre un seuil à 40, par exemple, mais je vais donner le même montant que je donnais là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Le montant que je donnais avant, je vais le donner, mais je vais faire une subvention à 30% en dessous de 40 millions. Et puis au-dessus, je passe à 5. Déjà ça favorise beaucoup plus les PME.
Tu vois, tu as différentes manières de t'éloigner. Tu gardes l'enveloppe totale du crédit impôt recherche inchangée, mais tu dis, je vais un peu plus vers les PME. Mais c'est tabou en France, tu ne peux pas y toucher. Voilà le débat sur le crédit impôt recherche. Alors, on se fait une petite pause de 5 minutes ? Je vais passer à l'emploi après. Mais vraiment 5 minutes parce que j'ai beaucoup de choses à montrer jusqu'à... C'est vraiment 5 minutes parce qu'on doit reprendre. On n'aura pas le temps jusqu'à 2 heures. Aujourd'hui, ça va être jusqu'à 2 heures, jusqu'à 4 heures. Alors, je vais maintenant regarder les effets un peu de l'entrepreneuriat sur l'économie et je m'intéresse à l'emploi et aux inégalités. D'accord ? Donc, l'effet sur l'emploi. Donc, je vais passer pas mal de temps sur l'emploi. Je ne terminerai pas aujourd'hui sur l'emploi, je ne sais pas, on va voir et je ferai sur les inégalités la prochaine fois. Alors là, donc on se demande ici si les petites entreprises, qu'est-ce qui crée les plus d'emplois? Est-ce que c'est les petites ou les grandes entreprises? Mais en fait, on va se rendre compte que ce n'est pas la bonne manière de prendre le problème. Voilà. Donc on commence en se posant une question et on se rend compte qu'on s'est posé la mauvaise question. Et on va se poser après la bonne question. D'accord? Donc ils ont commencé à regarder en termes de petites et grandes. D'accord? Et donc voilà. Donc en fait, ils ont regardé, ils ont pris cette base de données qui permet d'obtenir des données au niveau des établissements, tels que des données comme l'industrie d'appartenance, le niveau de l'emploi. Une entreprise, c'est plusieurs établissements, hein, et l'appartenance d'un établissement à une entreprise donnée est un phénomène dynamique, sujet à changement au cours de la période d'observation. Voilà. Et donc ils complètent, ils ont donc le LBD qui complète avec une autre base de données qui vous donne des informations sur des plus petites entreprises. Et voilà. Et donc, évidemment, on connaît la taille de l'entreprise. La taille, c'est en fait la somme des emplois de chaque établissement. Donc, une entreprise, c'est plusieurs établissements. Ben, tu veux regarder sa taille, ben, tu dis c'est l'emploi total de l'entreprise, qui est la somme des emplois des différents établissements de l'entreprise. Voilà, c'est une des manières de regarder la taille. Et l'âge, c'est l'âge le plus élevé des établissements composant l'entreprise. D'accord ? Voilà. Donc, même si une entreprise change d'identifiant, elle ne va pas être considérée comme étant une nouvelle firme tant qu'au moins un de ces établissements n'est pas nouveau. D'accord ? Donc ça, c'est comme ça qu'on regarde un petit peu. Et alors, si on regarde déjà cette courbe-là, on regarde un petit peu entre les entreprises petites et grandes. Ça, c'est des données brutes, ça, et pas nettes. Et on voit que c'est les entreprises grandes et matures, comme ils disent, donc d'un certain âge, qui créent et qui détruisent le plus d'emplois. Mais ça ne veut pas dire qu'en net, c'est ceux qui créent le plus d'emplois. Vous voyez ce que je veux dire? Elles créent beaucoup d'emplois et elles détruisent beaucoup d'emplois. Mais plus que les jeunes matures ou pas matures. C'est vraiment cette catégorie qui crée en brut le plus et qui détruit en brut le plus. Mais ce ne sont pas le net, forcément celles qui en net créent le plus d'emplois. D'accord? Donc faites attention, l'emploi net et l'emploi brut. Le net, c'est la différence entre les emplois créés moins les emplois détruits. Ça, c'est ce qu'on appelle la création nette d'emplois. D'accord? Donc les entreprises grandes et matures sont celles qui, en termes bruts, créent et détruisent le plus d'emplois. Mais on va le voir, c'est les jeunes entreprises qui survivent, on va arriver vers ça finalement, qui participent le plus à la création nette d'emplois. Et on va voir que surtout ce qui compte, c'est d'être jeune. Bon, alors je vous ai montré tout à l'heure qu'il y a cette relation entre la taille et l'âge. D'accord? Les entreprises plus jeunes tendent à être plus petites, mais l'important, c'est l'âge en fait. D'accord? Et on va montrer en fait ils sont partis de l'idée de la taille, mais en fait ils sont arrivés à l'idée que c'est l'âge qui compte. Et évidemment, il y a deux types de jeunes entreprises, celles qui réussissent, celles qui ne réussissent pas. Et celles qui créent en net le plus d'emplois, ça va être les jeunes qui réussissent. Et celles-là, elles ont un potentiel de croissance d'emploi énorme. Et c'est vraiment elles qui sont la source de... Et quand on parle du dynamisme d'une économie, c'est est-ce que vous avez beaucoup d'entreprises petites, jeunes, à fort potentiel de croissance, quoi. Et si tout ce qui fait barrière à ça c'est une barrière au dynamisme, au business dynamism de l'économie dans son ensemble. Voilà, on revient toujours à dire, est-ce que tu permets aux jeunes talentueux de grandir ou pas? Voilà, d'accord? Donc, on regarde le taux de croissance net de l'emploi d'une entreprise.
Alors, tu peux regarder l'année de base ou la taille moyenne sur la période d'étude. Moi, je vais surtout regarder l'année de base parce que je n'ai pas envie de vous surcharger avec trop d'informations. Donc, je vais surtout regarder cette courbe. Ça, c'est la relation entre l'année, l'âge de base de l'entreprise. Hein, donc, ce qu'on appelle l'année de base, c'est la taille pendant la première année. Donc, ça, c'est la taille pendant la première année et la croissance nette de l'emploi. Vous voyez ? Et vous voyez que ça tend à vous dire que, en fait, eh bien, on semble avoir une relation inverse entre la taille à la naissance, entre la taille de l'entreprise et la croissance de l'emploi. Voilà, d'accord ? C'est les entreprises qui sont initialement, enfin, les entreprises où la taille semble être plus petite initialement, semble être celle qui croît. Mais en fait, la taille n'est pas pertinente. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas la taille qui est importante. Voilà. Donc, on semble avoir une relation inverse entre la taille de l'entreprise quand elle est constituée et la croissance de l'emploi. Mais en fait, ce qui va apparaître très vite, c'est que dès que je contrôle pour l'âge des entreprises, les résultats vont changer drastiquement. Une fois l'âge pris en compte, il n'y a plus de preuve que les petites entreprises ont systématiquement un taux de croissance de l'emploi supérieur aux grandes entreprises. En fait, et donc si je regarde maintenant, je corrige ici, alors attendez, je veux regarder celui qui est, voilà, j'avais la relation où je regardais si je corrigeais par l'âge. Alors, oui, je corrige par l'âge, c'est les deux qui sont là. Et bien, si je corrige par l'âge, vous voyez que la relation, elle est moins forte qu'avant et que les relations changent, en fait, quand je corrige par l'âge. La correction par l'âge change les choses. Voilà. Vous voyez, je n'ai plus la relation croissante. La relation très décroissante que j'avais là, elle disparaît quand je passe de là à là, elle est déjà beaucoup moins croissante. Et vous voyez, là où si je prenais l'âge moyen, c'était un peu décroissant encore, ça devient alors carrément croissant quand je contrôle pour l'âge. Vous voyez, le contrôle pour l'âge vraiment tend à vous détruire cette relation entre taille et croissance de l'entreprise. Voilà, c'est ça qui ressort de cette chose. Donc une fois, donc en fait, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est une fois que vous contrôlez. Donc, ce que je fais, c'est que je contrôle. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je contrôle par l'âge. La relation inverse disparaît. C'est vraiment l'âge qui importe. Voilà. Donc, on revient à ça. C'est qu'évidemment, pourquoi âge et taille sont reliés, mais ce qui est vraiment important, c'est l'âge. Donc, quand j'avais quelque chose avec la taille, en fait, je capturais quelque chose qui était un mélange d'âge et d'autres choses. Voilà. Et donc, je dois passer à autre chose. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais regarder âge et croissance, d'accord ? Et quand je regarde l'âge et croissance, eh bien, je vois que, eh bien, là, vous retrouvez la relation dynamique. C'est les jeunes entreprises qui croissent le plus, voyez ? Mais c'est les jeunes entreprises qui survivent, là, ici. Vous voyez, je regarde les entreprises, l'âge des entreprises, mais sachant qu'elles ont survécu, parce que beaucoup vont disparaître. Donc là, je regarde l'âge des entreprises, mais maintenant, moi, je sais avec le recul, celles qui ont survécu ou pas. Et je regarde ce qu'elles ont créé quand elles étaient jeunes. Donc je peux dire, celle-là, elle était jeune et elle a survécu jusqu'à maintenant. Donc c'est des entreprises qui marchent bien. Et je vois que celles qui créent en net, c'est les jeunes qui ont survécu. Voilà. Et là, c'est du robuste. Vous voyez ? D'accord ? Ça, c'est vraiment la relation qui est importante. D'accord ? Voilà. Donc, alors, ce qui est intéressant également, c'est que le taux de sortie est plus important que pour les jeunes entreprises. Vous voyez, donc là, je regarde maintenant le taux de sortie des entreprises. Et évidemment, les petites disparaissent parce qu'une grande entreprise, c'est beaucoup d'établissements. Pour qu'elle disparaisse, il faut que tous les établissements soient remplacés par d'autres technologies. Donc, c'est beaucoup plus facile de faire partir une petite entreprise qu'une grande. Vous comprenez pourquoi c'est très normal que le taux de sortie d'une petite soit plus important. Et puis la grande, elle peut utiliser du capital accumulé. Elle a des moyens de faire ce qu'on appelle en anglais du cross-subsidization. Elle peut subventionner une unité qui perd par une unité qui gagne. Elle a des moyens, quoi. Elle a une capacité d'emprunt. Elle a des façons de s'en sortir que n'a pas la petite entreprise. Donc en fait, c'est intéressant, c'est qu'on est dans un mode où les petites entreprises, eh bien, il y a celles qui réussissent, celles qui ne réussissent pas. Le taux de sortie est le plus grand pour les petites. Mais celles qui réussissent, qui ne sortent pas, c'est elles qui sont le poumon de l'économie. C'est vraiment elles, quoi.
Et c'est up or out. C'est up or out. C'est ça la règle. D'accord? Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le up. Or, les jeunes entreprises sont face à deux alternatives, soit elles croissent très rapidement, ou elles sortent du marché. Les jeunes entreprises sont donc au cœur du dynamisme de l'économie, mais qu'en est-il de leur effet net sur l'emploi? Les grandes entreprises matures qui représentent 45% des emplois participent à 35-40% des créations-destructions, mais seulement en net, eh bien, en net, ces entreprises matures ont une croissance quasiment nulle et ne contribuent pas vraiment à la croissance agrégée de l'emploi. Ceux qui contribuent, c'est vraiment ces start-up qui survivent. Voilà. Donc on sait qu'au cours des 5 premières années, 47% des emplois créés par les start-up sont détruits du fait de la sortie du marché, mais celles qui survivent sont au cœur de la croissance de l'emploi agrégé du fait de leur fort taux de croissance de l'emploi. Voilà. Donc ça c'est le truc. Et alors là, on arrive à un autre article, c'est de regarder. Je parlais tout à l'heure, je vous disais le dynamisme de l'économie. Je vous dis voilà, je vous ai parlé de stagnation séculaire la dernière fois. Je vous ai dit qu'aux États-Unis, depuis le début des années 2000, on tend à avoir un déclin de la croissance de la productivité. D'accord? Donc c'est un phénomène que les gens ont beaucoup étudié, ce phénomène de stagnation séculaire. Et en fait, si vous voulez, d'abord, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est la performance des entreprises qui réussissent le moins bien, et ça, c'est la performance des entreprises qui réussissent le mieux. Vous voyez que la variance entre les deux, elle est plus grande pour les entreprises jeunes. Vous voyez, la variance des performances, elle est maximisée parmi les firmes jeunes. Il y a vraiment celles que tu rates beaucoup, et tu réussis très bien, quoi. D'accord? Et ça, c'est en termes de croissance de l'entreprise, de croissance de l'emploi. Donc, où tu sors, où tu réussis vraiment pas bien, où tu réussis très bien en termes de taux de croissance de l'emploi. D'accord? Donc, c'est les petites qui ont la variance la plus grande, le risque le plus grand. D'accord? C'est les jeunes, je veux dire, qui ont cette variance la plus grande. Et la variance tend à diminuer avec l'âge de l'entreprise. D'accord? Voilà, donc une grande proportion des startups sortent rapidement du marché. Parmi celles qui survivent, la plupart ne croissent que peu. Ce sont les valeurs positives extrêmes qui permettent d'expliquer la contribution nette des jeunes entreprises à la croissance de l'emploi. C'est les jeunes entreprises qui réussissent le mieux qui en fait, contribuent le plus à la destruction. Alors là, ici, ce qui est très intéressant, c'est qu'on regarde en termes agrégés de destruction et de création de jobs. Voilà. Donc on a en moyenne, voilà, le pointillé noir, c'est le taux de création de nouveaux jobs et le taux de destruction. Et ce que vous voyez aux États-Unis, c'est une mesure de la destruction créatrice quand vous mettez les deux ensemble. Et qu'est-ce que vous voyez aux États-Unis? Qu'il y a un déclin de la destruction créatrice, tendanciel. Vous voyez? C'est devait être normalement le pays choupétérien, mais c'est le pays où le choupétérianisme décline. Et pourquoi il décline? Il décline parce que la part de l'activité des jeunes entreprises a baissé. C'est pour ça que ça a décliné. C'est ça qui explique le déclin de la destruction créatrice. C'est parce que, en fait, la part des jeunes entreprises dans l'économie a diminué au cours du temps. Et c'est elle qui sortait. La sortie et l'entrée, vous voyez, alors on sait que les grandes entreprises créent et détruisent des emplois, mais en fait, la création est la plus grande par les jeunes qui survivent, et la destruction, c'est surtout des jeunes entreprises qui partent. Et c'est ça qui contribue le plus à la destruction créatrice. Mais comme la part des jeunes entreprises a décliné dans l'économie, c'est pour ça que le taux de destruction créatrice... Alors la question, c'est pourquoi il a décliné? Et eux ne le regardent pas, mais nous l'avons regardé, je vous en ai parlé la dernière fois, c'est la concurrence. Il y a eu l'émergence des entreprises superstars aux États-Unis, qui se sont étendues à tous les secteurs avec des fusions-acquisitions, et ils ont inhibé l'entrée de nouvelles entreprises. C'est ça qui s'est passé, parce qu'il y a une politique de concurrence aux États-Unis qui n'était pas adaptée à l'entrée à l'innovation. Donc eux, simplement, ce qu'ils disent, c'est qu'ils remarquent que, en fait, ce déclin de la destruction créatrice va de pair avec un déclin de la part des jeunes entreprises. Mais la question, c'est pourquoi il y a eu le déclin des jeunes entreprises? Mais ça, nous l'avons dit la dernière fois. C'est parce que l'émergence des superstars a inhibé l'entrée de jeunes entreprises innovantes. Donc c'est un problème de politique de concurrence inadaptée à l'ère du digital. Vous voyez, et donc ça, on revient à ça. Mais c'est intéressant de le voir en termes de dynamique des économies. D'accord? Voilà ce que je voulais dire sur ça. D'accord? Voilà, et donc on voit que c'est dans tous les secteurs, que vous regardez le secteur manufacturier, le secteur du commerce, enfin, le secteur des services,
vous voyez que dans tous les secteurs, vous avez la part des jeunes entreprises qui baisse dans l'emploi. D'accord ? Donc les startups contribuent de manière disproportionnée à la création et à la destruction d'emplois. Les dynamiques observées sur le marché du travail sont en grande partie liées aux jeunes d'entreprises, mais le déclin de la croissance agrégée et de la destruction créatrice apparaît lié au fait que la part des jeunes entreprises dans l'économie a diminué. Et elle a diminué parce qu'il y a les superstars qui ont inhibé l'apparition de jeunes entreprises innovantes. Voilà. D'accord ? Alors je vais terminer aujourd'hui en vous parlant de robots. Alors ça, c'est un débat que j'ai avec mon ami Daron Acemoglu. Je pense qu'il aura le Nobel dans quelques années. Donc un jour, j'irai vous expliquer pourquoi il a eu son Nobel. Il a beaucoup de choses, il a contribué énormément à plein de choses. Il y a eu un très bon papier de Mathieu Laine dans Le Point sur lui, etc. Alors Daron est à la fois un co-auteur et il y a quelqu'un sur le... Quand je travaille un papier avec lui, donc on fait des papiers ensemble, mais quand on ne fait pas des papiers ensemble, on n'est pas toujours d'accord sur les trucs. On a des débats. Hein. Et là, j'ai envie un peu de vous parler d'un débat. Parce que l'économie, c'est rigolo quand il y a des controverses. Vous êtes d'accord un peu? Alors, ça ne marche pas toujours très bien, parce qu'il n'aime pas beaucoup qu'on ne soit pas d'accord avec lui. Quoi. Voilà. Il est très gentil avec vous si vous êtes d'accord avec lui, c'est moins lambda, un peu voilà. Il faut le gérer. Quoi. Voilà. Mais c'est un garçon charmant. Bon, voilà. Alors, attends. Bon, anyway. Donc ça, c'est basé sur un travail avec Simon, qui est là, qui est Simon Bunel. Donc, si je fais dis des choses fausses, Simon, voilà. Et Xavier Jaravel et Céline Antonin. Donc, en fait, on voulait vraiment comprendre les effets de l'automatisation. Il y a un grand débat, si vous voulez, sur est-ce que l'automatisation, c'est bien ou pas, quoi. Voilà. Et donc, on a regardé ça sur le secteur manufacturier français de 1994 à 2015. On a des données d'entreprises exhaustives. Donc, on a une très belle base de données en France. Voilà. Et donc, voilà, donc, Simon est là. Donc, ça s'appelle Modern Manufacturing. Je n'ai que 3 sur 141 transparents. J'en ai 3 en anglais. Parce que, voilà, bon, c'est pas grand-chose. Mais de toute façon, l'anglais, il faut bien vous dire que la moitié de l'anglais, c'est du français. Et l'autre moitié de l'anglais, c'est de l'allemand. Mais vous voyez, il se trouve que quand c'est de l'électroéconomie, vous voyez, c'est quasiment que du français, là. Franchement, il n'y a pas beaucoup d'allemand là-dedans. Hein? Où est l'allemand là-dedans? Bon. Et donc, on regarde l'effet d'investissement en ce qu'on appelle Modern Manufacturing Capital. Donc, c'est l'automation, mais c'est au sens large, les machines qui vous permettent d'accomplir de nouvelles tâches et qui permettent d'automatiser, mais c'est au sens large. Et on regarde les effets sur l'emploi. Et pourquoi c'est un débat intéressant? C'est un débat intéressant parce que, d'abord, pour des raisons historiques. Si vous voulez, il y a eu d'abord le mouvement des Luddites. Normalement, il ne devrait pas avoir un « i » là. Les Luddites au XIXe siècle, quand il y a eu la machine à vapeur qui s'est développée, ça a évidemment mécanisé beaucoup de tâches, et il y a eu un mouvement qui s'est développé social en Angleterre contre cette révolution, parce que les gens disaient on a peur de perdre nos emplois. Donc ça a été le mouvement des Luddites. Et puis il n'y a pas eu de chômage de masse finalement. Ensuite, il y a eu la révolution de l'électricité, dont Keynes prédisait que ça conduirait à du chômage de masse. Et ça n'a pas conduit à du chômage de masse. Donc c'est intéressant de savoir pourquoi ça n'y a jamais eu. Et récemment, comme vous le savez, en 2017, nous avions un candidat aux élections présidentielles qui disait qu'il fallait taxer les robots, parce que les robots détruisaient de l'emploi. D'accord? Mais d'autres l'ont dit également, voilà. Bon. Qu'il faudrait donc les taxer. Alors là, c'est la dernière slide en anglais, mais je vais vous dire en français ce que ça veut dire. Je veux dire, en gros, il y a 2 manières de voir le capital. Une manière de voir le capital, c'est de dire, voilà, j'ai une fonction de production qui dépend du travail, et ça c'est la productivité du travail, le B, et du capital, et le A c'est la productivité du capital. En fait, ici ça devrait être un A. Et en fait, supposons que tout d'un coup, j'augmente la productivité du capital. Si j'augmente le A, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si j'ai un modèle comme ça, où cette fonction de production BL à K, l'augmentation du A va augmenter la demande de travail, parce que le travail va travailler avec des meilleures machines, et donc je vais mieux rémunérer le travail, et donc dans un monde comme celui-là, eh bien, davantage d'investissement en capital devrait augmenter les salaires et augmenter la part du travail dans le revenu, parce que le travail doit devenir relativement plus rare que le capital, quelque part, d'accord? Et ça va augmenter en tout cas la part du travail, ça va tendre à augmenter la part du travail dans le revenu et les salaires. Donc si on est dans un monde comme ça, c'est ça. Donc ça, c'est une vision du capital, c'est la vision positive.
Mais il y a une autre vision du capital, c'est de dire non, 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 le capital, qu'est-ce que ça fait? Ça remplace le travail dans un certain nombre de tâches. Et donc, ça rend le travail redondant. Et donc, ça va faire que on va renvoyer des travailleurs à moins qu'ils acceptent des salaires plus faibles. Donc, c'est-à-dire que ça va évincer du travail et ou ça va baisser le pouvoir de marchandage des travailleurs et donc faire baisser les salaires. Donc, ce n'est pas bon du tout. Ça, c'est l'autre vision du capital. L'un, c'est le capital qui est complémentaire ou qui s'accorde avec le travail et qui valorise le travail. Et l'autre, c'est la vision du capital qui évince le travail. D'accord? Et donc, si tu veux, voilà. Et donc, ça, c'est les deux mondes, quelque part. Alors, évidemment, si je suis dans le deuxième monde, eh bien, davantage d'automatisation, ça va faire baisser les salaires. Et ça va tendre à faire baisser la part du travail dans le revenu. Si je crois dans ça. D'accord? On peut croire que c'est comme ça. Mais peut-être pas. Peut-être qu'il y a des forces qui vont dans l'autre sens. Et on va voir qu'il y a des forces qui vont dans l'autre sens. Et moi, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que l'évidence empirique, elle n'est pas consistante avec la première, entièrement avec ça. Ça ne peut pas être entièrement le modèle canonique qui est ici. C'est en partie ce modèle-là. Mais c'est ce modèle-là qui ne donne pas exactement que le salaire baisse et que la part du travail baisse. Donc, alors qu'avec Acemoglu dit non, comme on voit la part du travail baisser, c'est forcément un modèle où les salaires doivent baisser, et c'est forcément un modèle où c'est très mauvais pour le travail qu'il y ait davantage d'automatisation. Parce que lui, il avait une vision binaire, où tu es dans ce monde-là, où tu es dans un monde extrême, où l'automatisation baisse les salaires et baisse le truc. Et nous, on est dit non, on peut être dans un monde qui incorpore de ça. Et en partie, on va montrer que ce n'est pas purement ça, et pourtant, même dans un modèle comme ça, l'automatisation peut être bonne pour l'emploi. Et c'est ça notre controverse avec lui. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas besoin de choisir entre les deux. Bien que nos résultats montrent que ce n'est pas purement le modèle traditionnel, pour autant, ça ne veut pas dire que l'automatisation, c'est mauvais pour l'emploi et mauvais pour les salaires. Et on va comprendre pourquoi, parce qu'il y a d'autres effets qui sont là et qui rattrapent la chose. Vous voyez le débat? C'est là qu'on est dans le débat avec lui. C'est un débat depuis 3 ans, hein, et ce n'est pas terminé. Hein. D'accord? Voilà. Mais c'est un débat important, parce que là, il sort un bouquin où il veut expliquer que, comme lui pense que l'automatisation, c'est très mauvais, le progrès technique, c'est très mauvais, quoi. Alors, moi, je pense qu'il faut des lois sociales, tu vois, un système social. Moi, je suis très danois, hein, voilà. Mais je pense que pour autant, il ne faut pas rejeter le progrès technique. C'est lui qui va nous sauver, hein, si on va notamment sur la croissance verte. OK, alors ce qu'on fait, c'est que, dont je dis les auteurs, c'est nous, hein, utilise les données administratives, et on a des données sur toutes les entreprises, des données qui font correspondre les employeurs à leurs employés, et puis ça couvre l'ensemble des entreprises du secteur manufacturier. Les entreprises, du côté entreprise, on a des données sur l'emploi, chiffre d'affaires, industrie d'appartenance, bilan comptable. Employés, on a des données sur les salaires et l'activité professionnelle. Et on mesure l'automatisation de différentes manières. D'abord, la valeur comptable des équipements industriels et machines. Cette mesure est disponible pour toutes les entreprises manufacturielles. Ça peut inclure des machines qui ne sont pas vues comme des automates. Donc c'est plus gros. Ça peut peut-être inclure un peu de ma première histoire, un peu du capital complémentaire avec le travail. D'accord? Bien qu'on s'assure que c'est quand même beaucoup de l'automatisation. Mais ça peut inclure aussi de l'autre. A priori. Il y a une autre mesure qui est directement prise chez Acemoglu, donc il ne peut pas nous dire qu'elle n'est pas bonne, puisqu'il l'a utilisée lui-même. C'est en fait l'importation de biens intermédiaires définis comme des produits appartenant à des technologies qui sont directement liées à l'automatisation. Donc on a des industries qui importent, donc on regarde des imports en automation device, et donc on inclut les robots, les machines dédiées, les machines contrôlées numériquement, etc. D'accord? Et donc on regarde l'import de ces machines-là comme mesure d'automatisation. Alors ça, c'est très basé sur textile, et nous, on prend une version aussi de ça qui n'est pas restreinte au secteur textile, et je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est une mesure comme celle-là, mais étendue à d'autres industries pour des devises d'automatisation qui sont pas uniquement restreints à l'industrie textile. D'accord? Et puis alors, il y a une autre mesure, que c'est les robots importés directement.
C'est une autre mesure, les robots importés. Non, mais ça n'a plus robotisation que ça, tu meurs, hein, puisque c'est robots. Et puis, tu en as une autre qui est les registres de consommation d'électricité pour motive power. Cette mesure exclut des usages finaux tels que le chauffage, le refroidissement, la maintenance des serveurs. Elle est motivée par la définition de l'Encyclopædia Britannica, the class of electromechanical devices that are relatively self-operating after they have been set in motion on the basis of predetermined instructions or procedures. Ça, c'est une mesure de consommation d'électricité faite pour le... Alors donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des événements. Tout d'un coup, on augmente énormément l'investissement en devis d'automatisation, au-delà d'un certain seuil, et on voit ce que ça donne sur l'emploi de l'entreprise ou de l'établissement. D'accord ? Toutes choses égales par ailleurs. D'accord ? Donc c'est une stratégie où toujours, enfin, que le avant et le après, que j'ai même que celle que j'ai faite quand j'ai fait tout à l'heure le HHMI ou les venture capital, d'accord ? Je contrôle pour les caractéristiques intrinsèques de chaque entreprise et je contrôle pour des chocs affectant toute l'économie de la même manière à chaque période. D'accord ? Et je regarde simplement au-delà d'un certain seuil. Je dis, l'événement, c'est automatisé, c'est augmenter de plus que tant ma mesure d'automatisation. Et je dis, je mets 1. Si je ne le fais pas plus que tant, je mets la valeur 0. D'accord ? Ça, c'est ce que j'appelle un événement. Et je regarde l'effet de cet événement-là sur l'emploi. Et vous allez voir ce qui se passe, c'est que regardez ce qui se passe. L'emploi augmente. L'emploi augmente. Là aussi, moi, je s'attendais à ce qu'il baisse. C'est comme mon histoire d'institut d'investisseurs étudiants, on pensait que ça baisserait. Mais ça augmente. On s'est dit, on s'est trompé. Donc, on va regarder. Ça, c'est la mesure. Ça, on appelle un événement, un investissement en capital, en capital moderne, disons, qui appartient au décile le plus haut. D'accord ? Mais après, on peut prendre d'autres mesures, aux 25% les plus hauts, aux 50% les plus hauts. Mais on trouve toujours que, quel que soit le seuil, l'effet est positif sur l'emploi. Alors après, on dit, on va regarder la mesure, on va regarder maintenant la mesure d'Acemoglu-Restrepo. Ça augmente. On va regarder les robots, c'est pareil, ça augmente. On va regarder les motive power. On va regarder l'événement, c'est quand tu augmentes tes capacités d'électricité pour des machines de plus que tant. Eh bien, ça augmente. Ça augmente, quoi. Voilà. Donc, il y a... Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, on pourrait dire, mais oui, parce que c'est la première histoire. Mais ça, ils ne peuvent pas me le dire, parce que j'utilise aussi leur mesure à eux. Ça ne peut pas être que quand eux l'utilisent, c'est l'automatisation, et quand moi je l'utilise, c'est pas. Et ils pourraient dire la première mesure, éventuellement. Mais si c'était purement de la première histoire, les salaires devraient augmenter. La labor share, la part du travail devrait augmenter. Eh bien, regardons les salaires, regardons la part du travail. Alors, on va regarder. Alors, d'abord, on peut regarder, est-ce que tous les travailleurs de toute qualification sont affectés de la même manière ? Très intéressant, ça affecte à la fois les gens les plus qualifiés, les moyens qualifiés et les gens de qualification faible. Ça affecte tout le monde. D'accord ? C'est intéressant. On aurait pu penser que ça n'affecte que les plus qualifiés et pas les moins qualifiés. Non, tout le monde est affecté. L'emploi augmente pour tout le monde. Alors, on va reconstituer les pièces du puzzle après. J'ai encore 12 minutes. Bon. Les inégalités de salaire. Eux, ils pensent que ça va augmenter les inégalités, que c'est la grande théorie de l'inégalité, c'est la robotisation, mais pas en France. Pas en France. Regardez, ça c'est le niveau des salaires. Alors regardez les salaires, ils n'augmentent pas. Si j'étais dans l'histoire, dans la première histoire que j'ai montrée, celle du capital, le modèle canonique d'augmentation de la productivité du capital, le salaire aurait augmenté. Mais là, il n'augmente pas. Donc c'est quand même de l'histoire de l'automatisation. Ce n'est pas purement le modèle. Je parle bien d'automatisation. Mais ce qui est très curieux, c'est qu'on pourrait dire, lui pourrait dire, mais si c'est d'automatisation, à ce moment-là, non, les salaires devraient même diminuer, si c'était son histoire à lui. Mais je vois que les salaires ne diminuent pas. C'est intéressant quand même. Et l'inégalité de salaire ne change pas non plus. Donc c'est très intéressant, on voit que le choc d'automatisation n'ont pas d'effet significatif sur le niveau des salaires, donc ça exclut que ça puisse être purement la première histoire, mais en même temps, ça ne peut pas être purement l'effet négatif dont parle Acemoglu, parce que ce n'est pas dramatique pour les salaires. On a vu qu'on augmente l'emploi et qu'on ne baisse pas les salaires. Ce n'est pas si mauvais que ça, finalement. Donc il y a un effet qu'il n'a pas pris en compte. Et l'effet qu'il n'a pas pris en compte, c'est l'effet de productivité. Qu'est-ce qui se passe ? Quand une entreprise automatise, elle devient plus productive.
Donc elle peut baisser ses prix, ou elle peut augmenter sa qualité par rapport à ses prix. Tu vois ce que je veux dire? Elle peut baisser le prix ajusté pour la qualité. Donc elle devient plus concurrentielle, donc elle augmente la taille de son marché mondialement. Donc la demande pour ses produits augmente, donc la demande d'elle-même pour l'emploi augmente. Et c'est pour ça qu'elle emploie plus tout le monde. Et cet effet de productivité est quelque chose qu'ils avaient ignoré, quoi, qu'ils ne prennent pas en compte. Tu vois? Donc c'est pas le fait que les salaires, que l'emploi augmente et que les salaires ne baissent pas, c'est pas parce qu'on est dans le modèle de capital où il n'y a pas d'automatisation. Il y a de l'automatisation, mais l'automatisation, elle a un effet positif qu'on n'avait pas pris en compte avant, c'est que ça augmente votre productivité, et donc ça augmente votre compétitivité internationale, et donc ça augmente. Mais alors ce qui va se passer, c'est que vous allez prendre des emplois à quelqu'un d'autre, parce que vous êtes plus compétitif que quelqu'un d'autre. La question, c'est à qui vous prenez les emplois. Et alors on va regarder, on voit qu'en effet, les entreprises qui automatisent, elles créent davantage d'emplois, mais elles détruisent davantage d'emplois. Elles innovent, c'est comme des innovateurs. Elles créent et elles détruisent. Donc il y a de la destruction créatrice qui se passe. Et alors l'autre chose qui est intéressante, c'est qu'en fait, ce qu'on voit, c'est la chose suivante, et ça je ne l'ai pas montré là, c'est que, en fait, vous pourriez me dire, mais alors, si je détruis des emplois chez les autres, l'effet négatif sur les autres devrait compenser mes effets positifs. En effet, je ne l'ai pas montré là, mais on peut montrer qu'une entreprise qui automatise, elle détruit des emplois dans les entreprises concurrentes dans le même pays, un peu. D'accord? Ça réduit l'emploi dans les autres qui n'ont pas automatisé. Mais ce qui est intéressant, c'est que la plupart de nos industries sont ouvertes sur le monde, elles sont en concurrence internationale. Donc je prends des emplois, mais je les prends ailleurs. C'est au détriment des entreprises dans les autres pays. Et ce qu'on montre, et que je n'ai pas montré là, c'est qu'en fait, il y a deux types d'industries. Il y a dans les industries fermées, à ce moment-là, évidemment, je crée des emplois au détriment des entreprises concurrentes, et elles sont principalement dans mon pays. Donc l'effet total, au niveau de l'industrie, il est nul, quoi. Mais il y a les industries ouvertes sur la concurrence internationale. Dans ce cas, moi, je crée des emplois, mais il y en a d'autres qui n'en créent pas. Mais les autres qui n'en créent pas, elles ne sont pas en France, elles sont ailleurs. Donc je gagne au total. Et mon industrie, au niveau français, elle gagne. Et c'est ça qui fait que ça marche, vous voyez? Pas seulement au niveau de la boîte, mais au niveau de l'industrie aussi. C'est que beaucoup d'industries, dans les industries ouvertes, les effets s'annulent, et dans les industries fermées, les effets s'annulent, mais dans les industries ouvertes sur la concurrence internationale, je prends des jobs ailleurs. Moi, je suis plus... C'est comme l'innovation en général, quoi. Donc, c'est très intéressant. Parce que moi, je peux retourner à ces mots. Je dis, écoute, tu disais qu'il y avait en partie l'automatisation, que ce n'est pas purement le premier modèle. Tu avais raison, là. Mais tu en as déduit un peu vite que ça voulait dire que c'était mauvais pour le travail. Non, parce que quand tu automatises, tu augmentes la productivité de ton travail au détriment des autres. Ça permet d'augmenter l'emploi et tu n'as pas besoin de baisser les salaires. Tu as une demande de travail plus grande et les salaires sont maintenus. Et la part du travail, la part du travail baisse très légèrement dans le revenu, ce qui montre bien que ce n'est pas le premier modèle, mais pas autant que toi tu le penses. Et donc, c'est là qu'est le débat, c'est-à-dire, certes, tu es dans un modèle qui est en partie au moins un modèle d'automatisation, mais ce n'est pas la fin du monde, parce que c'est une automatisation qui a des effets vertueux que tu n'avais pas pleinement pris en compte. Et c'est ça le débat que nous avons. Et vous voyez à nouveau la théorie et l'empirique? Vous voyez comment on fait le va-et-vient entre la théorie et l'empirique? Maintenant, on a une vision très claire de ce qui se passe. Il se peut qu'une partie des effets qu'on a, c'est simplement le capital qui travaille avec le travail. Mais on sait que ça ne peut pas être tout, puisque sinon les salaires augmenteraient or, ils n'augmentent pas. Donc on sait qu'en partie, c'est de l'effet de l'automatisation, d'autant qu'on regarde aussi les mesures robots, etc. Mais elles n'ont pas les effets négatifs qu'ils disaient, parce qu'il y a cet effet de productivité qu'ils n'avaient pas suffisamment pris en compte. Et là, vous voyez comment on répond à la question, comment on a une vision beaucoup plus positive de l'automatisation. De fait, les industries qui automatisent plus, elles font moins d'outsourcing, elles font moins de délocalisation. Donc c'est un effet quand même très vertueux. C'est le choix est entre l'un et l'autre, quoi. Si tu taxes l'automatisation, tu vas te pousser davantage à la déloc, quoi. Donc vous voyez comment le débat... Alors, ce qu'il faut maintenant, c'est adapter la législation de marché du travail pour faire que les travailleurs déplacés... Et c'est là que moi, je pense que le système danois est un système très supérieur, parce qu'ils ont trouvé un moyen d'accommoder la destruction créatrice et de la rendre humaine et de la rendre efficace, quoi. Et donc, je pense que c'est là qu'il faut travailler. Mais en soi-même, l'automation n'est pas une mauvaise chose. Ce qu'il faut, c'est d'avoir les législations du marché du travail qui sont adéquates pour que ça fonctionne bien. Voilà, je vais m'arrêter là. Il est 55. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.